Donc je suis dans le jury des TIPE. Donc c'est des gars ou des filles qui travaillent pendant un an sur un sujet, puis ensuite ils viennent le présenter à des jurys. Donc moi, on est deux, il y a un physicien, un mathématicien, le mec il arrive, il dit « Bonjour, je vais vous présenter un TIPE sur la fin du monde ». Alors c'est pas courant, d'habitude c'est sur les équations de Maxwell, c'est sur le système de Vlasov-Poisson, c'est sur tout un tas de trucs comme ça. Et là, le mec il arrive, il nous dit « Je vais vous faire pas une conférence, un TIPE sur la fin du monde ». Donc parce qu'il avait vu un film qui s'appelle 2012, que vous avez peut-être vu aussi, et il avait essayé de raconter un peu de physique avec ça. Alors, ce qu'il avait fait, c'était pas terrible, parce que c'était moyen, on va dire, mais l'idée était bonne. Et donc, j'ai repris son idée, et donc je vais vous présenter un TIPE sur 2012. Alors en fait, c'est donc un prétexte, hein, vous avez bien compris, c'est une sorte de prétexte. Alors c'est pas qu'un prétexte, je vais essayer de parler ou de reprendre tout ce qu'on entend sur ces histoires de fin du monde, particularisé sur 2012, parce que c'est vraiment, vous allez voir, c'est un truc c'est un espèce de gros buzz. Hein. Et donc je vais profiter de ça pour essayer de voir ce qu'on peut dire d'un point de vue scientifique, sans être trop chiant, parce que des fois, je vais essayer. Donc j'ai choisi de suivre un plan assez habituel. Donc d'abord, je vais commencer par les problèmes de calendrier, parce qu'il y a beaucoup de références à des calendriers, la fin du monde, des problèmes de calendrier. Donc je vais préciser un petit peu ça. Et donc je vais en profiter pour essayer de vous expliquer, mais bon, j'imagine que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, tant mieux. Si vous connaissez, tant pis. C'est une conférence grand public, hein. D'accord ? Grand public, donc c'est pour niveau CM2 à peu près. Ok ? Ou plus. Mais vous savez, moi donc je vous ai dit, je suis enseignant-chercheur, donc je fais plein de cours un peu partout. Je fais aussi de la recherche, mon domaine de recherche c'est la gravitation. Et je fais aussi pas mal de vulgarisation. Hein, l'exemple c'est ce soir, mais j'en fais plein. Hein. Je fais une quinzaine de conférences par an. Et j'organise aussi, d'ailleurs s'il y en a que ça intéresse, j'organise chaque année un grand festival dans le Gers, le pays du foie gras. Un grand festival d'astronomie qui dure une semaine et au cours de laquelle les étudiants ont un accès spécial et peuvent venir et profiter de cours, de conférences, d'observations dans un cadre extraordinaire. Si ça vous intéresse, vous contactez Johan. D'accord ? Donc je fais plein de vulgarisation. Et pourquoi je disais ça d'ailleurs, je ne sais plus, mais bon. Donc on parlera des problèmes de calendrier, d'accord, dans un premier temps, vous allez voir que... Oui, je disais vulgarisation parce que je vais souvent dans les écoles. J'aime bien aller dans les CM2. Parce que les CM2, ils sont super contents, en général, ils sont super ouverts et ils sont super curieux. Si tout le monde avait le niveau de curiosité, d'intérêt et tout ça d'élèves de CM2, ça serait super. Mais vraiment, hein. Ensuite, ça se gâte quand ils rentrent au collège, ils découvrent qu'il y a des filles, des garçons, ils s'intéressent à d'autres problèmes, c'est beaucoup moins intéressant. Et après, ils redeviennent intéressants, les étudiants, quand ils sont en M2. C'est pour ça que j'interviens au CM2 et en M2. Un petit peu au milieu aussi, mais bon. Donc, les problèmes de calendrier. Ensuite, j'évoquerai un truc qui est fait assez peur. C'est ce qu'on appelle des alignements tueurs. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Dans tout ce qu'on entend sur le problème de 2012, il y a référence à des alignements qui seraient très très nocifs pour nous, etc. Donc j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait et je vais vous faire part de mes résultats. Ensuite, je vais évoquer donc plus particulièrement le film 2012. Je l'ai regardé plein de fois, j'ai fait plein d'arrêts sur image, je l'ai décortiqué... et je vais vous livrer un peu ce que je pense de ce film, qui n'est pas si nul que ça, en fait. Et ensuite, je parlerai d'un problème qui est tombé au concours des mines en 2001, et donc je vous distribuerai le sujet, et puis on le résoudra tous ensemble. Donc, ou alors je vous donnerai directement la solution. Donc c'est un problème qui explique, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on pense qui s'est passé lors du dernier impact météoritique qui a eu lieu il y a environ 60 millions d'années et qui a rétamé la gueule à tous les dinosaures qui étaient sur la Terre. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on sait de ça
de ce qui peut nous attendre et comment tout ça peut marcher. D'accord ? Alors, d'abord, je le répète, et ça m'a vraiment surpris, hein, après l'histoire du TIPE, là, ça m'a vraiment surpris. Cette histoire de 2012, c'est vraiment un buzz hallucinant, comme a dit ma fille. C'est une histoire, c'est un truc de ouf, quoi. D'accord ? Alors, pour mesurer l'ampleur du buzz, j'ai pris un outil de mesure qui est assez moderne et je pense qu'il est assez représentatif de la situation. Vous tapez un mot sur Google et vous regardez le nombre de pages web que ça représente. Alors, par exemple, si vous tapez cornflakes, cornflakes, c'est bien parce que c'est un mot qui est... Parce que vous savez qu'il y a un problème de langue, il y en a qui disent « ouais, machin, bidule ». Alors, cornflakes, c'est un peu comme ça dans toutes les langues. Sauf, je crois, les Russes, ils disent pas cornflakes, ils disent je sais pas comment. Enfin, Arthur, il pourrait nous dire. Hein. Mais en cornflakes, j'ai jugé que c'était un mot qui était assez universel. Et donc, vous tapez cornflakes sur Google et vous avez 10 millions de pages qui parlent des cornflakes. Donc, on va dire que le bruit sur Google, c'est 10 millions de pages. Et c'est représenté par cornflakes. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, mais voilà. Le 0, c'est cornflakes. Ensuite, j'ai commencé à faire des sondages sur Google. Alors, j'ai commencé par moi. Hein. Alors, en plus, c'est un truc, donc c'est à peu près la 12e fois, je crois, ce soir que je fais cette conférence. Ça fait que monter. C'est-à-dire, depuis que je parle de 2012, je suis parti à, je sais pas moi, 12 000. Et là, donc, ce matin, j'étais à 36 300. C'est bon, c'est pas mal, hein. Alors, pour vous montrer à quel point c'est ridicule, vous prenez un autre mec, par exemple, Hubert Reeves, 651 000. Donc, vous voyez, je suis un charlot. Vous prenez le niveau au-dessus, Albert Einstein, 90 millions. Vous voyez, lui, c'est plus que les cornflakes. Vous voyez, il est au-dessus du zéro, lui. Moi, je suis à 10 moins je sais pas combien. Lui, il est au-dessus du zéro. Et alors, si vous tapez End of Time 2012, alors là, vous avez 675 millions de pages qui parlent de ça. C'est incroyable. Alors j'ai cherché plein d'autres trucs. Vous pouvez jouer à ça, vous allez voir. Il y a plein d'autres trucs. Vous pouvez. Alors c'est sûr, si vous tapez sexe ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est hors jeu, quoi. Donc des trucs sérieux. Prenez des trucs sérieux. 675 millions, c'est énorme. D'accord ? Donc ça interroge les gens. D'ailleurs, la preuve, vous êtes tous là, quoi. D'accord ? Si j'avais fait une conférence sur le système de Vlasov-Poisson, il y aurait eu 3 pelés entendus. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi ça intéresse autant les gens. D'accord ? Alors, d'abord, ces problèmes de calendrier. Donc, si vous regardez un petit peu, donc 20 décembre 2012, ça fait 20-12-20-12. Bon. Ben voilà. Alors... Non, mais vous allez voir, il y en a, ça leur fait peur, ça. Alors, d'abord, pourquoi 20 décembre 2012 ? Alors, on va commencer simple, par un peu d'algèbre modulaire. Vous savez ce que c'est l'algèbre modulaire ? C'est quand il y a des modulos. Hein, c'est sympa, c'est au programme de terminale S. Donc là, en plus, on va faire avec des nombres entiers. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est le calendrier Maya. Alors, les Mayas, c'est une civilisation qui a complètement disparu. Il en reste quelques-uns, d'ailleurs ça ne s'appelle plus des Mayas, ça s'appelle des Mayas quichés. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté un adjectif à la fin. Ils sont tous morts, ils ont été exterminés par les Espagnols, par divers moyens, la variole, les armes, etc. Bon, c'est pas drôle, mais bon, il n'y en a plus. C'est dommage parce que c'était une civilisation qui, d'un point de vue astronomique, avait des compétences absolument hors du commun. Maintenant, vous prenez les gens dans la rue, ils sont complètement nuls en astronomie, hein. Il y en a à peine, il y a 25% des Français qui pensent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, et il y a 1% des Français qui pensent que la Terre est plate. Donc avec ça... Non mais c'est pas des conneries, hein. C'est vrai. C'est des vrais sondages récurrents qu'on fait. Voilà. Donc les Mayas, ils avaient observé le ciel, ils en avaient déduit énormément de choses. Et je vais vous expliquer, donc pour construire un calendrier, vous savez que notre calendrier, il est d'origine égyptienne, babylonienne, sumérienne, enfin c'est très très vieux. Je peux vous expliquer le détail de l'ordre des jours, c'est lié aux planètes, etc. Un calendrier, ça se fait avec des événements astronomiques. Et typiquement, on utilise 2 unités dans le calendrier qu'on utilise ici en Europe, et même dans le monde, puisque maintenant c'est partout qu'on utilise.
On utilise le mouvement de la Terre autour du Soleil et le mouvement de la Lune autour de la Terre. Ça définit l'année et le mois. Le mois, c'est à peu près, et l'année, c'est juste. D'accord ? Bon, on rétablit quelques jours par-ci par-là parce qu'il y a des petites dérives. C'est le calendrier, c'est la réforme du calendrier grégorien. D'accord ? Les Mayas n'utilisaient pas du tout ce genre de système. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisaient ? Ils avaient deux calendriers. Ils avaient un cycle court et un cycle long. Le cycle court, c'est le Tzolk'in. Et donc, c'est deux chiffres, deux chiffres, donc A et B, hein, que j'ai représenté ici, A et B. Donc, A est défini modulo 20 et B est défini modulo 13. Et tous les jours, on augmente les deux chiffres. C'est-à-dire que si vous partez de 0, le début, c'est 0, 0, ensuite c'est 1, 1, ensuite c'est 2, 2, ensuite c'est 3, 3, etc. Et puis, quand vous arrivez, par exemple, aujourd'hui, on est le 7, 3, j'ai regardé sur le calendrier Maya. Le lendemain du 3-19, c'est le 4-0, puisqu'on a augmenté 3, on est passé à 4, et puis 19, après 19, il y a 0, puisque c'est défini modulo 20. Pareil, le lendemain du 12-18, c'est le 0-9, donc vous voyez comment ça marche. C'est un peu bizarre et c'est un peu compliqué. Hein. Pourquoi augmenter les deux chiffres ? Je ne sais pas. Et pourquoi faire modulo 20 et modulo 13 ? C'est bizarre, hein. Bon, 13, c'est parce que c'est un nombre premier, et c'est parce que ça porte malheur, et puis 20, c'est parce que c'est 2 fois 10, et donc c'est le nombre de doigts qu'on a dans la main. Enfin, on pourrait réfléchir longtemps. En fait, non, l'explication, elle est beaucoup plus simple d'un point de vue astronomique. En fait, si vous regardez ce type de calendrier, donc 13, modulo 13 et modulo 20, ça crée une période de l'ordre, pas de l'ordre, exactement égal à 13 fois 20, c'est-à-dire 260 jours. C'est-à-dire que tous les 260 jours, votre calendrier revient à 0. Alors pourquoi 260 jours ? Ça, c'est très simple à expliquer et c'est effectivement du programme de CM2. Donc vous savez que la Terre tourne sur son axe de rotation, d'accord, qui passe par les pôles, et que cet axe est incliné de 23 degrés par rapport au plan orbital de la Terre, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et donc, le fait que ce plan soit incliné, ça définit un certain nombre de lignes sur la Terre, notamment, ça définit deux lignes qu'on appelle les tropiques. Donc, vous avez dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud deux lignes qui correspondent au jour, le 21 juin dans l'hémisphère nord et le 21 décembre dans l'hémisphère sud, qui correspondent au jour où le Soleil est au zénith. Hein, vous avez remarqué qu'ici, le Soleil n'est jamais au zénith. En hiver, il est très bas sur l'horizon, en été, il est un peu plus haut, mais il n'est jamais exactement au-dessus de nos têtes. Tout simplement parce que la Terre est l'axe de rotation de la Terre est incliné. D'accord ? Si vous êtes exactement sur une certaine ligne sur la Terre, hein, une certaine latitude en fait, eh bien le Soleil est exactement un jour à midi dans l'année exactement au-dessus de vos têtes. D'accord ? C'est ce qui définit. Donc ça, c'est le programme de CM2. Hein. C'est Madame Pichon qui vous a expliqué ça. Vous savez, cette prof de maths ou d'histoire géo qui a un chignon, là, qui a un début de barbe, qui crie très fort et qui vous démontre le théorème de Pythagore en vous insultant. Enfin bon, c'est à cause d'elle que les gens n'aiment pas les maths. Hein. Donc, c'est tropique, hein, donc ça correspond exactement au jour où le Soleil est exactement au zénith et ça se produit une fois dans l'année. D'accord ? Le Soleil est au plus haut, il est au zénith et ça se produit exactement un jour dans l'année. Alors, si vous êtes au-dessus des tropiques, en dehors de la ligne des tropiques, eh bien, donc si vous êtes au-dessus, le Soleil ne passe jamais au-dessus de votre tête au zénith, d'accord ? Ici, le Soleil ne passe jamais au zénith exactement. Par contre, si vous êtes sur les tropiques, eh bien, il passe une fois et un seul jour dans l'année exactement au zénith. Si par contre vous êtes à l'intérieur des tropiques, entre le tropique du Capricorne et celui du Cancer, eh bien le Soleil passe 2 fois au zénith dans l'année. Et il se trouve que à la capitale des Mayas, hein, qui s'appelait Copan, au Honduras, eh bien le passage au zénith, il avait lieu le 30 avril et le 13 août. Et si vous regardez le nombre de jours, si vous comptez le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates, alors c'est 105 jours, et puis si vous comptez pour faire un an, parce que quand même l'année c'est important, c'est une période évidente qu'on observe de façon naturelle, donc si vous voulez compléter 105 jours pour aller à 365, eh bien vous retrouvez les 260 jours qui composent le calendrier de Tzolk'in. Alors pourquoi il comptait 260 plutôt que 135, ou 105, pardon ?
Eh bien, tout simplement parce que ils utilisaient un calendrier uniquement quand ils faisaient la fête. Ils ne sont pas cons, hein. Parce qu'en fait, quand on était entre le 30 avril et le 13 août, c'est la saison des pluies, donc c'est les plantations, c'est la croissance des plantes, etc. Donc ils bossent. Donc le calendrier, ils s'en foutent. Par contre, quand ils ont récolté, etc., là, ils font la fête, donc tous les jours sont importants, et ils les célèbrent tous les uns après les autres. Donc ils leur donnent des noms, et ils leur donnent un numéro unique, et c'est pour ça qu'ils avaient cette façon de compter les jours. Donc c'est comme ça que les Mayas ont inventé ce calendrier de Tzolk'in, et surtout ont cherché à le mettre en forme un peu bien, avec un peu de mathématiques sympa pour l'époque, et ils ont fait appel, ils ont créé, ils ont inventé ce nombre 20 et ce nombre 13 qui permet d'obtenir une période de 260 jours. Ok ? Alors à partir de ça, ils ont pu construire un truc à plus longue échelle, un cycle plus long, qui s'appelle un soleil. Nous on appelle soleil les deux, mais eux ils appelaient soleil le calendrier, et ce qui était dans le ciel, c'était pas le soleil, c'était autre chose. D'accord ? Donc le soleil, c'est... Donc chez nous c'est pareil, hein, d'une certaine manière. On fait un calendrier. Alors maintenant on fait plus ça parce que tout le monde a des téléphones portables ou des GPS. Donc maintenant on regarde la télé. Enfin, on s'en fout complètement des calendriers. Et c'est des gens qui nous disent ce qu'il faut faire. Mais au Moyen Âge, où il y a plus longtemps, il y avait des calendriers. Sur les calendriers, il y avait des dessins, vous voyez, des dessins qui vous expliquaient que tel jour il fallait taper sur la tête des cochons. Ensuite, il fallait avoir peur des scorpions. Ensuite, il fallait couper les cochons en deux. Ensuite, il fallait partir à la poursuite des cochons avec des arcs. Vous voyez, c'était exactement le calendrier qui vous disait ce qu'il fallait faire, et donc c'était vachement important. Les Mayas, c'est pareil. Ils avaient un calendrier, ils savaient que le jour 01, il fallait qu'ils fassent la fête, le jour 02, etc. Ils avaient tous les noms tous les jours du calendrier de Tzolk'in avaient un nom, d'accord, et c'était important pour eux. Alors à partir de ce calendrier, ils en avaient défini un autre. Alors, je ne sais pas lequel était défini en premier, mais ils ont défini un cycle plus long qui permettait de compter à plus grande échelle l'écoulement du temps. Et c'est ça qu'on appelle le soleil. Alors d'abord, il faut que je vous prévienne un truc, c'est un peu bizarre, mais les Mayas, donc je n'ai pas appris à parler Maya pour la conférence. Hein. La seule chose que je sais sur la langue Maya, c'est qu'à la fin, quand il y a un pluriel, ils ne mettent pas un S, ils mettent un ob. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc par exemple, un Tzolk'in, donc le cycle là qui permet de faire 260 jours, c'est 13 winalobes, donc 13, vous voyez, de 20 kinobes. Donc un kin, c'est un jour, d'accord ? En plus, le 20, là, ça fait à peu près la taille de la dimension, ou c'est à peu près du même ordre de grandeur que la période de la Lune. Donc c'est comme ça qu'ils ont inventé, je pense, ce 13 et ce 20. Donc leurs unités, c'était ça. Le kin, c'est un jour. Donc 20 kinobes, ça fait à peu près un mois, c'est un winal. Ensuite, vous prenez 18 winal lobes, puisqu'il faut mettre un ob. Ça vous fait un toun, et ça c'est à peu près un an. Ensuite, vous prenez 20 tounobes, ça fait un katoun, donc ça fait 20 ans. À peu près, parce qu'il manquait 5 jours. Hein. Ensuite, vous avez le Baktoun. Alors, c'est 20 Katounobes. Donc ça fait beaucoup, 400 ans. Et ensuite, vous avez le cycle long. Et donc, c'est 13 Baktounobes. Et donc, c'est un soleil. Et donc ça fait 5000 ans. D'accord ? Vous voyez que ça n'utilise... Bon, mis à part le truc, là, le Toun, parce qu'il fallait bien tomber sur à peu près un an, sinon, ça n'utilise que des 13 et des 20. Donc, ils se sont bien servis de ce 13 et de ce 20 en rapport avec le truc qui est le soleil au zénith. Donc, c'est comme ça qu'ils ont construit leur calendrier. Alors, une date maya, c'est donc 5 nombres, hein, A, B, C, D, E, qui sont définis avec un certain modulo 18, modulo 20, modulo 13. D'accord ? Et alors, on sait tout ça depuis pas super longtemps, hein, puisque, en fait, ça fait pas très très longtemps qu'on sait lire le maya, il faut des codex, il a fallu que des mecs étudient en détail tout ça. Les hiéroglyphes, on sait les lire depuis longtemps, enfin depuis un peu plus d'un siècle, 2 siècles. La langue maya, on ne sait pas la lire depuis 2 siècles, hein, je crois que ça fait à peine une 50aine d'années qu'on sait en détail lire à peu près tout ce qu'il y a. Et donc on a découvert sur une stèle, hein, c'est à Quirigua, que en fait le 0 de ce calendrier-là,
c'était le 13 août 114 avant Jésus-Christ, 3114 avant Jésus-Christ. Alors d'abord, on n'en est pas sûr, c'est ce que tout le monde pense, et puis il y a d'autres interprétations, mais bon, disons que quand vous mettez 0 partout, là, vous êtes le 3 août 3114 avant Jésus-Christ dans notre calendrier à nous. Et donc, voilà, vous avez le 0. Donc par exemple, le 11 août 2011, parce que j'ai pris celui-là parce que c'est quand j'avais fait la dernière fois la conférence à Florence, depuis je l'ai déjà fait 3 fois, j'ai eu la flemme de changer. Parce que vous voyez, il donne des noms, par exemple, vous voyez, ça c'est un kin, ça c'est un uinal, donc vous voyez, vous retrouvez, donc sur la stèle, c'est écrit comme ça. Et puis vous voyez, là ça veut dire 2, là ça veut dire 12, d'ailleurs il y a une erreur, là vous voyez, là j'ai mis 11, et puis là il y a 12. Parce que ça fait 5, 5 plus 5 ça fait 10, plus 2 ça fait 12. Donc il y a une erreur de calcul. Là, ça fait bien 18, donc je ne me suis pas trompé. Là, ça fait bien 19, et là, ça fait bien 12. D'accord ? Donc ça, c'est la date qui correspond au 11 août 2011. Par exemple, moi, je suis né le 12, 17, 13, 4, 4. Mais ça, c'est pas écrit sur les stèles. Alors, le 20 décembre 2012, ça sera le 12, 19, 19, 17, 19. Et donc, ça sera le dernier jour du soleil dans lequel on se trouve. Alors, d'après ce qu'on sait, c'est le 5e soleil depuis qu'il compte les soleils. Mais comme je vous le dis, le soleil, ça n'a rien à voir avec le soleil qui est dans le ciel. C'est le nom du long cycle maya. D'accord ? Et donc, si vous avez bien compris, le lendemain du 20-12-2012, ça sera le 0-0-0-0-0. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que ça craint. Pourquoi ? Parce que ça sera le premier jour du 6e soleil, ou alors, ça sera donc le début d'une nouvelle ère de 1 872 000 jours. D'accord ? Mais en fait, il y en a qui disent que le 5e soleil, c'est le dernier, parce que les autres, ils n'étaient pas gentils. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Donc en fait, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le 20 décembre 2012, ça correspond à peu près à une date comme dans notre calendrier, le 31 janvier 999, le 31 décembre 999 ou le 31 décembre 1999. C'est une fin de millénaire. Sauf que ce n'est pas 1000 ans, c'est 5000 ans. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, c'est une sorte de fin de millénaire, mais avec une fin de soleil, quoi, si vous voulez. Alors, pour la fin du millénaire, vous savez qu'il y a eu la peur de l'an 1000. Mais ça, c'est normal. Il y avait des mecs, ils avaient fait un bouquin. Et dans ce bouquin, donc c'était l'Apocalypse selon saint Jean, ils avaient écrit « Puis je vis un ange descendre ». Donc, grosso modo, vous pouvez lire, mais l'histoire, elle est simple. C'est un mec, il avait enfermé un espèce de gros serpent dans une espèce de cave. Et puis, il avait fermé la porte. Et puis, au bout de 1000 ans, la porte, elle devait se rouvrir. Et le serpent, il devait foutre la merde partout. Et ensuite, il devait retourner dans sa cage. Donc, du coup, les mecs, ils avaient un peu les boules. C'est normal, vous avez vu un peu la tête du serpent. Là, il y a les mecs qui essayent de le piquer. Alors, il y a lui qui essaye de négocier pour dire « arrêtez vos conneries ». Puis le serpent, pendant ce temps-là, il essaye... donc, c'est normal que les mecs, ils avaient un peu peur, quoi. Alors, en fait, quand on regarde bien l'histoire, quand on regarde un peu bien en détail ce qui s'est passé, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été rajoutées. En fait, autour de l'an 1000, il y avait peu de calendriers, il y avait peu de gens qui savaient les lire, et puis il y avait plein de gens qui n'en avaient rien à foutre de tout ça. Et en fait, les peurs de l'an 1000, il y a des historiens qui pensent que ça a été plutôt ramené vers la Renaissance, quand l'Église a eu un problème de pouvoir, qu'il y a eu des scissions dans l'Église. L'Église a ressorti tout un tas d'histoires pour essayer de faire peur aux gens et pour leur dire, vous voyez, quand on est pas sage, ce qui peut arriver et tout ça. Donc en fait, on pense que les peurs de l'an 1000, c'est un peu surfait, quoi. Il ne s'est pas vraiment passé, il n'y a pas eu des paniques générales, etc. Et puis, l'an 2000, il y a eu le bug de l'an 2000. Moi, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai plutôt fait la fête. C'est une photo d'origine. Donc, moi, j'avais décidé de faire la fête, je n'avais pas peur de l'an 2000, je n'avais pas peur du bug, donc on m'avait filé un casque et je l'avais mis. Donc voilà ce qu'on peut dire.
de sérieux, parce que c'est sérieux quand même, sur le calendrier Maya et sur le fait que des gens disent que ça va être la fin du monde parce que voilà. Ok ? Bon. Alors, ensuite, j'ai essayé de trouver peut-être que il y a quelque chose qui se passe de façon et qu'on ne voit pas. Donc j'ai essayé, 2012, j'ai essayé de trouver d'autres dates dans l'histoire qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille et nous dire que peut-être que finalement, c'est pas bon. Alors j'ai cherché des dates comme ça, un peu maudites. Alors, il y en a une qui n'est pas maudite du tout, parce que le 19-10, donc le 19 octobre 1910, c'est la date de naissance de Subramanian Chandrasekhar. Alors, Subramanian Chandrasekhar, c'est une de mes idoles, j'en ai plein. Il y a Lagrange, ça vous savez. Il y a Lagrange, il y a Lev Davidovich Landau, et puis il y a aussi Claude François et Subramanian Chandrasekhar. Alors lui, il a fait 1500 articles en astrophysique, en physique, en maths et tout ça. Il n'y en a pas un à jeter. Ils sont tous extraordinaires. Et pourtant, il est né à une date répétitive, pas maudite donc. Par contre, j'ai trouvé d'autres dates qui sont plus inquiétantes. Par exemple, le 20 janvier 2001... C'est pas un spectacle, hein. C'est une conférence. Alors attendez, vous allez voir, c'est pas fini. Le 20 mars 2003, il déclare la guerre à l'Irak. Non mais ça, c'est un signe, quoi. Ça veut dire que... Et alors, le pire de tout... Alors, j'ai trouvé plein d'autres conneries comme ça. Le pire de tout ce que j'ai trouvé, parce que ça, c'est vraiment sordide, je trouve, c'est... Il y a des mecs qui ont fait... Alors, voyez, donc le 11 septembre 2001, vous savez ce qui s'est passé. Si vous ajoutez au 11 mars 2011, où il y a eu le tsunami au Japon, d'accord ? Alors si vous ajoutez au sens faible, hein, parce que vous ajoutez bien ici, là... Et là vous ajoutez, et ça fait 22, 12... Alors normalement c'est 20 ou 21. Mais bon, donc ça c'est... Il y en a, j'ai vu des mecs qui disent que c'est une preuve. On a eu 2 messages, on nous a prévenus 2 fois, et la 3e, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les dates, sur la numérologie. Enfin, je fais pas une conférence sur la numérologie, j'ai essayé, c'est un travail, il ne faut pas croire, hein. Une conférence de grand public comme ça, c'est beaucoup plus de travail que d'écrire un article scientifique. Écrire un article scientifique, vous prenez le système d'équations qui est là, vous trouvez une solution triviale, vous faites un changement de variable pourri, et puis vous dites, voilà, c'est facile. Mais faire une conférence comme ça, c'est du boulot, il faut faire des recherches, il faut questionner des gens, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire on va dire de raisonnable sur ces histoires de dates avec ce calendrier. D'accord ? Donc après, je vous laisse avec votre conscience, hein. Si vous tenez absolument à avoir peur parce que c'est la fin d'un cycle, on va repasser par 0, etc., libre à vous. Alors, un truc plus inquiétant, parce que c'est plus sérieux, beaucoup plus sérieux, et puis ça m'a fait peur, je vais vous expliquer pourquoi, c'est ces histoires d'alignement tueur. Alors, donc ça c'est moins connu peut-être, mais donc si vous lisez un peu la littérature sur 2012, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vous disent qu'il y a un alignement qui va nous tuer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas très bien. Alors quand vous lisez un petit peu plus, ils vous parlent d'alignement planétaire. Donc ça c'est pas compliqué. Vous avez des logiciels, moi j'ai un logiciel par exemple, qui vous permet d'avoir la position de toutes les planètes dans le système solaire. À n'importe quelle date, hein, en 3500 avant Jésus-Christ ou en 50 000 après Jésus-Christ. C'est des calculs de mécanique céleste qui utilisent les théories planétaires de Lagrange, c'est extraordinaire. Vous pouvez étudier tout ça. Alors d'abord, pourquoi il peut y avoir des alignements ? Parce que bon, vous êtes ici, donc vous n'êtes pas complètement con. Vous savez que la Terre n'est pas plate, vous savez qu'il y a des choses qui tournent, tout n'est pas fixe. Mais il faut que vous ayez conscience d'une chose, c'est que ça tourne très doucement tout ça, d'accord ? Même si ça va, certaines choses qui vont vite, en fait,
tout va assez doucement dans l'univers. Alors, pour vous expliquer ça, j'ai pris l'exemple de la Voie lactée. Alors, on ne peut pas faire de photo de la Voie lactée, hein. On est un peu nul, parce qu'il faut sortir de la Voie lactée pour faire une photo. Donc, j'ai pris une autre galaxie, c'est la galaxie du Sombrero. Et donc, on voit qu'il y a un disque, c'est une galaxie tout à fait standard, hein. Et puis, j'ai le Soleil, il est à peu près là, dans la galaxie. Alors, ce n'est pas un point aussi gros, c'est un tout petit point qu'on ne voit pas, hein. Et donc, le Soleil, il va à peu près à 227 km par seconde. Donc, ça veut dire qu'il fait une unité astronomique tous les 8 jours. L'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. D'accord? Donc, c'est un truc, ça trace quand même, hein. Mais, vous voyez, à cette vitesse-là, eh bien, il est sur une orbite à peu près circulaire de rayon 26 500 années-lumière. Donc, l'année-lumière, je vais expliquer ce que c'était, tout le monde sait ça, hein. Et puis, l'unité astronomique aussi en kilomètres. Alors, pour vous montrer, donc le Soleil est en orbite autour du centre de la Voie lactée. Ok? Alors, il se déplace, et donc de temps en temps, nous on tourne autour du Soleil, et donc de temps en temps on est aligné avec des trucs, hein. Tout ça, ça tourne autour de tout. Donc, s'il n'y a que 2 points, ben on est tout le temps aligné, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Par contre, on commence à avoir des problèmes d'alignement dès qu'il y a 3 points. D'accord? Donc, comment ça bouge? À quelle vitesse ça bouge? Est-ce que c'est fréquent les alignements? Est-ce que c'est pas fréquent? Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu la vitesse à laquelle le Soleil se déplace. Alors, vous prenez la Voie lactée, donc je vais vous la montrer un peu par la tranche, maintenant je la montre par-dessus. Donc ça, c'est plus une photo, c'est un dessin de notre galaxie. Donc, vous voyez, c'est une espèce de spirale avec une barre au milieu. Le Soleil est à peu près là, d'accord? Et puis son orbite, c'est comme ça. Donc ça, c'est la position actuelle du Soleil. Et le Soleil, il va à 227 km par seconde. Donc vous allez dire, le Soleil, il va à fond, d'accord? Bon, prenez quelques références. Par exemple, vous prenez, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vais vous le lire. Donc ça, c'est 3500 ans. Qu'est-ce qui se passait il y a 3500 ans, ici, à Orsay? Il y avait des mecs dans des grottes qui se battaient à main nue avec des ours. Ils perdaient souvent, hein, c'était Cro-Magnon, ils perdaient souvent, ils s'en foutaient complètement de l'astronomie. Vous voyez que le Soleil, il n'avait pas beaucoup bougé, hein. Donc 35 000 ans, le Soleil, il fait ça. Alors plus loin, vous prenez 3,18 millions d'années, c'est Lucie, vous en avez entendu parler, hein, c'est une petite femme de cette hauteur-là, qui était un premiers hominidés, on va dire. Donc 3,18 millions d'années, Lucie, le Soleil était là. D'accord? Le Soleil, il rame. D'accord? Prenez un autre, beaucoup plus loin, la fin des dinosaures, donc 65 millions d'années. D'accord? Le Soleil, il était là. D'accord? Donc c'est déjà pas mal, hein. Donc vous voyez, de là à là, c'est l'avènement de... Enfin bon, là, il n'y a plus personne, je vous expliquais ça tout à l'heure. Et puis de là jusqu'à là, il n'y a pratiquement rien eu comme activité, on va dire, de type... Et puis là, nous, alors si on voulait faire... Nous, on est... quand on met... ça nous remet un peu en place, hein, les mecs qui disent « ouais, on est les plus forts, etc. etc. » Là, ils en prennent un peu un coup dans la gueule, hein. Alors, le temps qu'on va mettre pour faire un tour, c'est l'apparition des dinosaures. Donc les dinosaures ont régné, ça fait une sorte de montre, hein. Les dinosaures ont régné de là jusqu'à là, et ensuite ils ont disparu. Et puis nous, on est apparu là, et on en est là. D'accord? Alors, pour vous donner juste un peu de référence historique, qu'est-ce qui se passait sur Terre? Il y a 2 tours. Donc il y a un tour, c'était l'apparition des dinosaures. Il y a 2 tours, c'était la sortie de l'eau des premiers invertébrés. Et il y a 3 tours, donc 660 millions d'années. C'est un truc vachement intéressant. On a découvert ça il n'y a pas très très longtemps. C'est le dernier épisode connu de Snowball. C'est-à-dire que la Terre était entièrement recouverte d'une couche de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de glace. Complètement, c'est une boule de glace, entièrement recouverte de glace. Alors normalement, quand une planète est dans cet état, elle ne bouge plus, elle est morte. Parce que toute la lumière qui vient du Soleil est réfléchie par cette glace, et donc il ne se passe plus rien. C'est un état bloquant dans l'évolution du... Donc si on était resté dans cet état-là, on ne serait jamais apparu. Mais on s'en est sorti, et on a pu avoir toute la suite, parce que la Terre est suffisamment grosse, et il y a suffisamment de pression interne, etc., pour garder un noyau actif, quelque chose d'actif à l'intérieur. Et donc il y a une activité interne qui produit des volcans, de la tectonique, etc. Et c'est ça qui a fait chauffer l'intérieur, si vous voulez. C'est ça qui a fracturé la glace et ensuite qui a redonné le dessus à ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire il n'y a plus qu'une toute petite partie qui est gelée, d'accord, les calottes polaires.
et tout le reste, c'est habitable. Mais si on était sur une planète un tout petit peu plus petite, genre Mars par exemple, ou un truc comme ça, eh bien on ne sort pas d'un épisode Snowball. D'accord ? Il y a plein de planètes qui sont dans cet état. Vous prenez Europe, autour de Jupiter, elle est dans cet état et elle va y rester. Il n'y a aucune raison qu'elle en sorte. D'accord ? Donc vous voyez, il y a 3 tours de Soleil. On était dans un épisode de Snowball qui a duré je ne sais pas combien de temps, mais qui a dû durer quand même pas mal de temps. OK ? Depuis le début de sa formation, le Soleil a fait très peu de tours, on pourrait calculer. Mais en fait, vous voyez que l'unité de temps dans le voyage autour du centre de la galaxie, c'est très très long comparé à notre unité de temps à nous, qui est l'année, qui nous permet de faire le tour du Soleil. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'un système galactique, c'est un système qui est dynamiquement jeune à l'échelle de l'âge de l'univers. C'est très important, ça c'est pour les élèves du cours d'astro, c'est très important parce qu'on peut en déduire de ça que les galaxies, c'est un système qui est non collisionnel. C'est-à-dire que la probabilité que 2 étoiles entrent en collision est pratiquement nulle, et il faut attendre un temps quasi infini pour que 2 étoiles rentrent en collision. C'est quelque chose qui est vraiment improbable. Et il faut même attendre un temps très très grand pour que les collisions, c'est-à-dire les rencontres proches entre étoiles, les déviations qui se produisent à l'intérieur de la gravitation, modifient globalement la dynamique de la galaxie. Donc c'est en ça que la dynamique des galaxies est un objet, c'est moins compliqué que ça pourrait en avoir l'air, parce que c'est un objet qui est une dynamique qui est non collisionnelle. Terminé. Alors, revenons aux conneries. Les alignements des planètes externes. Donc, les mecs, ils vous disent, ouais, on va tous mourir parce qu'il y a des alignements planétaires. Donc j'ai regardé, j'ai pris mon logiciel, j'ai regardé où se trouveront les planètes le soir du 21 décembre ou du 20 décembre 2012. Alors ça, c'est pas compliqué. Le Saturne, elle sera là. Elle fait un tour en 30 ans, Saturne, à peu près. Jupiter, elle sera là, elle fait un tour en 12 ans. Uranus ici, Neptune ici. Donc, bon, c'est vrai que les mecs, ils sont tellement... ils disent, ouais, bon, ok, c'est aligné. Mais il faut quand même pas déconner, quoi. D'accord ? Moi, je ne considère pas que c'est aligné. Alors, j'ai dit peut-être qu'ils se sont trompés, parce que comme ça bouge et tout, si on attend un peu... Alors, j'ai exagéré, j'ai regardé, voilà, du 20 décembre 2011 au 20 décembre 2014, voilà, Neptune, il va être là. D'accord, à peu près. Alors, Uranus, il va être là, Jupiter, il va être là, Saturne, il va être là. Donc, vous voyez, bon... Il n'y a pas d'alignement, particulier des planètes externes. Alors je me suis dit, mais peut-être que c'est les planètes internes. Alors j'ai regardé les planètes internes. Donc j'ai refait le même truc. Alors mine de rien, ça c'est du boulot. D'accord ? Il faut mettre en œuvre un logiciel de calcul, alors plus ou moins évolué, si vous voulez plus ou moins de précision, etc. Celui-là, il est assez correct. Donc vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez la Terre, vous avez Mars, j'ai rajouté Jupiter. Et puis là, c'est pareil, non, pas d'alignement. Alors, vous pouvez mettre aussi le fait qu'ils vont se déplacer, etc. Donc, il n'y a pas d'alignement. Alors, voilà à peu près la vue qu'on verrait si on était un peu en dehors du système solaire et qu'on regarde le système solaire en direction du Soleil. Voilà ce qu'on voit. Donc, si vous voyez un alignement, là, vous me prévenez, mais il n'y a pas vraiment d'alignement. D'accord ? Alors, d'abord, est-ce que c'est grave, un alignement ? Est-ce que ça se produit souvent ? Un alignement parfait, ça se produit jamais, d'accord ? C'est impossible, la probabilité est nulle. Alors, et d'abord, qu'est-ce qui est aligné ? C'est le centre de masse des galaxies, des planètes. Bon, on pourrait pinailler, on pourrait les emmerder, mais bon, on ne peut pas les emmerder. Un alignement à peu près approximatif, ça se produit. J'ai pas poussé le vide jusqu'à calculer la période de ce genre de truc, mais c'est assez rare quand même. Mais est-ce que c'est grave ? Alors, en fait, ça n'a pratiquement aucun effet sur la dynamique du système solaire, ce genre d'alignement. On peut le montrer. Ce qui a un effet, c'est quand vous avez des alignements qui se produisent très souvent et de façon périodique. D'accord ? Là, vous avez un effet. C'est ce qu'on appelle une résonance. Quand vous avez 2 trucs qui ont la même période, d'accord, ou une période multiple, c'est encore mieux. Vous avez un objet qui tourne et puis un autre qui tourne à une période qui est double, par exemple. Tous les 2 tours, ils vont être alignés. D'accord ? Avec le truc autour duquel ils tournent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une résonance. Alors ça se produit assez souvent dans le système solaire et ça a des effets. Le principal effet, c'est un truc qui est connu, c'est la division de Cassini. Par exemple, le fait qu'ici vous ayez un trou, alors ça c'est Saturne, vous l'avez reconnu. Donc, Saturne, c'est un immense truc, la planète est énorme, l'anneau qui est ici, c'est 180 000 km.
C'est un truc de ouf, hein, je répète, comme dit ma fille. C'est un truc qui est donc 180 000 km d'envergure et quelques kilomètres d'épaisseur. En fait, c'est des petits cailloux, des tout petits cailloux, hein, quelques centimètres jusqu'à un petit peu plus, mais c'est des petits cailloux qui sont les uns à côté des autres et qui forment comme un sentier, si vous voulez. Donc c'est tapissé de cailloux qui sont tous alignés dans un plan parfait de 180 000 km d'envergure. Alors pourquoi là, il n'y a rien? Parce que là, c'est pas que les cailloux, ils sont noirs, hein, et donc un mec, il les a bien rangés les uns à côté des autres. Pourquoi là, il n'y a pas de cailloux? Mais en fait, ça a intrigué les gens pendant très longtemps. Ça s'appelle la division de Cassini. C'est en fait dû à la présence d'un satellite qui s'appelle, donc la division de Cassini, ça fait 4500 km, et c'est à cause de ça. Alors ça, c'est pas un œil de bœuf, ou c'est pas la planète qui désigne toutes les autres planètes dans Star Wars, l'étoile de la mort. C'est pas ça, c'est un satellite de Saturne qui a à peu près cette orbite. Alors si vous calculez, ça c'est un calcul que j'ai fait il n'y a pas très longtemps en public, hein, si vous calculez l'orbite vers la période de mi-masse, en fait vous apercevez que mi-masse fait un tour quand un caillou qui est ici fait 2 tours. Donc ça veut dire qu'on a exactement ce qu'on appelle une résonance orbitale, une résonance de demi-grand axe, pour être précis. Donc ça veut dire que tous les 2 tours, un caillou qui se trouverait ici se trouve aligné avec le centre de Saturne et mi-masse. Et donc ce caillou se trouve un peu en porte-à-faux. Il est attiré par Saturne, il est attiré par mi-masse, et donc du coup, je vous le fais simple, hein, du coup, il est expulsé de son orbite. C'est une orbite instable. Donc quand on a des alignements comme ça, qui se produisent de façon récurrente, ça peut déstabiliser l'orbite. D'accord ? Bon, pour la Terre, dans le cas du système solaire, les alignements planétaires, il y en a c'est très très rare, et en plus, c'est pas périodique. D'accord ? C'est pas périodique, ou c'est une période qui est démentielle comparée à l'âge du système solaire. Donc on risque rien de ce côté-là. Alors, donc c'est pas grave, hein. Là dommage on ne voit pas très bien parce que c'est des photos qui sont magnifiques. On est allé depuis quelques années, là, d'ailleurs il y a des gens d'Orsay qui contribuent à ça, hein. C'est la mission Cassini-Huygens. On est allé observer ce truc-là, ces anneaux, alors on ne voit rien du tout, mais bon. Là vous voyez c'est l'anneau de Saturne qu'on a pris en photo avec mi-masse justement, et vous voyez très bien la division de Cassini, là c'est magnifique. Donc ça c'était quand on a le 16 octobre 2007, donc c'est magnifique, hein. Il y a énormément de travaux à faire sur ce genre de trucs. On a observé en détail tout ça, enfin bon, c'est magnifique, mais on risque rien à cause de ce genre de choses. Alors, un truc plus grave. Donc il n'y a pas d'alignement planétaire. Plus grave, l'alignement galactique. Parce que ça aussi c'est un fait ou un argument qui est souvent mis en avant par les tenants de la fin du monde en 2012. L'alignement galactique qui va nous tuer. Alors là, je pense que j'ai compris ce qu'il voulait dire et je pense avoir décodé le message. Donc je vais vous le livrer ce soir et après vous en faites ce que vous voulez. Donc, d'abord, alors on voit vraiment rien, hein. Donc là, il faut vous imaginer qu'il y a un télescope, d'accord ? Et en fait, vous savez qu'il y a plein de gens qui croient à la théorie du complot. Hein, il y a Scully et je ne sais plus comment il s'appelle, Mulder, voilà. Ils pensent qu'il y a aussi Indiana Jones qui pense qu'il y a eu des extraterrestres qui sont venus sur Roswell avec des crânes de cristal, et puis en fait les Russes ils les ont piqués. Enfin, et donc on ne veut rien nous dire pour ne pas affoler les populations. Et donc peut-être que quand vous voyez ce genre de truc, donc il y a un télescope, là c'est le télescope de l'ESO au Chili, qui est en train de tirer avec un rayon laser orange en direction du centre de la galaxie. Donc vous montrez ça à un partenaire, ou un partisan de la théorie du complot, et il se dit, c'est bon, on nous cache la vérité, et en fait on commence déjà à essayer de dézinguer les mecs qui veulent nous tuer et qui sont situés au centre de la Voie lactée. En fait, pas du tout, hein. Si vous demandez un peu ce qui se passe, en fait ça c'est ce qu'on appelle de l'optique adaptative. En fait, on tire avec un rayon laser dans les hautes couches de l'atmosphère. Bon, là, il se trouve qu'on tire en direction du centre de la galaxie, mais c'est un hasard. C'est un hasard. C'est parce qu'il voulait observer dans cette direction. Donc, c'est pour ça qu'il voulait avoir le ciel dans cette direction. Donc, on tire avec un laser sur les hautes couches de l'atmosphère. On excite un certain nombre de molécules qui sont réactives à cette longueur d'onde du laser. Donc, du coup, ça va réémettre et on va observer ce qui est réémis. Et comme on sait exactement ce qui est réémis, on a fabriqué une sorte d'étoile artificielle. Et on peut analyser, on sait exactement à quelle altitude c'est, et on peut exactement analyser la lumière qui est émise par ce truc.
et on peut en déduire la perturbation qui a été introduite par l'atmosphère. Donc du coup, on peut corriger cette déformation, et c'est ce qu'on appelle de l'optique adaptative. Donc ça, ce n'est pas la théorie du complot, c'est simplement de l'optique adaptative. Mais bon, il faut quand même expliquer. Alors, alignement galactique, donc l'idée, c'est la suivante. On est en train de tourner autour du Soleil, on est dans la galaxie, etc. Et au centre de la galaxie, il y a des trucs méchants. Je vais vous expliquer ce qu'il peut y avoir au centre de la galaxie, vous allez voir. Ça fait pas très longtemps qu'on le sait en plus, donc c'est pour ça que je pense que c'est ça l'idée. Quand on est aligné avec le centre de la galaxie et le Soleil, ça craint. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai? J'ai regardé pour les planètes, c'était pas vrai, donc ça c'est n'importe quoi. Vous leur dites, cassez-vous avec vos histoires. Par contre, avec le centre de la galaxie, là j'ai regardé, donc c'est pareil, vous prenez un logiciel, vous mettez à Paris, le 14h30, le 20 décembre 2012, prenez le Soleil, le Sud, c'est par là, c'est normal, le Soleil est toujours à peu près vers le Sud à midi. Alors le problème, c'est qu'à Paris, ce jour-là, il fera nuageux, comme tous les 20 décembre 2012, mais comme c'est un logiciel, vous pouvez éteindre la lumière. Et donc vous éteignez la lumière et vous voyez apparaître le ciel qui est derrière. Et alors là, donc on ne voit vraiment rien, donc je vous décris un peu le ciel. Là, vous avez la constellation du Sagittaire. Alors la taille de la Lune, c'est à peu près ça, pour vous donner un ordre de grandeur dans le ciel. Donc vous voyez, la taille de la Lune, c'est ça. Vous remarquez que la taille de la Lune, c'est à peu près la taille du Soleil. C'est pour ça qu'il y a des éclipses de Soleil qui ne durent pas très longtemps, vous êtes au courant. Donc ça, ce sera la position du Soleil le 20 décembre 2012. Et alors, quand vous regardez la position du centre de la galaxie, là, vous dites, pas mal, on n'est pas vraiment aligné, d'accord? Les deux cercles ne se superposent pas, parce que pour qu'on soit aligné, il faut que le centre du Soleil, le centre de la galaxie, et nous qui sommes ici, tout ça, ça soit aligné. Donc on n'est pas exactement aligné. Mais la différence entre les deux, vous avez les coordonnées ici, c'est 5 degrés. 5 degrés, c'est que dalle. Donc là, les mecs, ils ont raison. Il y a effectivement un alignement, ça, c'est pas des conneries, ça. Il y a un alignement entre le centre de la galaxie, le centre du Soleil et le centre de la Terre le 20 décembre 2012. Alors on peut chercher exactement, c'est un problème d'optimisation sur un plan. En fait, c'est pas exactement la meilleure date, je pense que c'est plutôt le 16 décembre 2012. Bon, mais il y a effectivement pratiquement un alignement. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser? D'abord, est-ce que ça craint? Est-ce que c'est grave? Alors quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça y est, j'ai prouvé qu'il y allait avoir quelque chose, parce que ça doit être vraiment... Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, il y a donc un alignement, oui. Le problème, c'est que ça se produit 2 fois par an depuis environ plusieurs millions, voire peut-être, allez, au moins 1 million d'années. D'accord? Pourquoi? C'est parce que la Terre... Oui, vous avez eu peur, Donc là, vous avez le Soleil. Là, vous avez la Terre qui tourne autour. Mais il y en avait qui avaient compris, parce que vous êtes forts. Donc vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, d'accord, et pas l'inverse, comme 25% des gens le pensent, malheureusement. Et imaginons que le centre galactique soit par là. Donc si on est en hiver, d'accord, et qu'on est aligné avec le centre de la galaxie, l'été prochain, puisque je vous ai expliqué que le Soleil ne bougeait pratiquement pas, c'est pour ça que j'ai fait ce dessin. C'est pas pour rien, il y a un peu de... Le Soleil, il ne bouge pratiquement pas dans la galaxie. Donc si vous êtes aligné en hiver, l'été suivant, vous êtes encore aligné. Et puis l'hiver suivant encore, et puis l'hiver suivant. Pendant au moins jusqu'à Lucie, quoi. Après, ça bouge, et encore. D'accord? Alors, à une condition, laquelle? Que l'inclinaison du plan orbital, que la ligne des nœuds, que toutes ces conneries là qu'on apprend dans les mauvais cours de gravitation, tout ça, ça soit constant. D'accord? Donc il faut résoudre des équations. Alors, voilà les équations, donc je vous définis tout. Donc vous avez l'argument de la ligne des nœuds, vous avez le plan orbital solaire, vous avez le plan orbital de la Terre, il y a une certaine inclinaison qui est de l'ordre de 5 degrés, très très exagérée sur le schéma, en fait les deux plans sont couchés l'un sur l'autre. La direction du centre galactique, et donc vous voyez que le Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil sur une orbite qui est beaucoup moins excentrique que sur le dessin là. D'accord? Et donc vous voyez que si ces angles-là, I par exemple, et l'angle oméga qui est là sont à peu près constants pendant un certain temps, eh bien tout ça, ça va se reproduire tous les 6 mois pendant des milliers d'années.
Alors, est-ce qu'on peut prouver que ces angles sont constants? Ben oui, il suffit de résoudre ce système d'équations. Alors, je vous rappelle, hein, ceux qui sont au master d'astrophysique, il y a un partiel dans 1 mois, et que ça fait partie du programme. Hein. Donc ça, ce sont les équations planétaires de Lagrange qui vous donnent l'évolution de tous les angles dont j'ai parlé et des grandeurs qui permettent de définir l'orbite. C'est ce monsieur, mon idole principale, qui a découvert ça. Et alors, un de ses résultats principaux, c'est qu'il a démontré, hein, ça on l'a fait en cours, que pour la Terre, l'inclinaison du plan orbital est constante. Donc si l'inclinaison du plan orbital est constante, comme le reste c'est pratiquement un cercle, eh bien, Lagrange a montré que ça fait des milliers d'années que tous les 20 décembre à peu près, eh bien, on a un alignement planétaire, un alignement avec le centre de la galaxie, Terre, centre de la galaxie, centre du Soleil. Donc, deux possibilités. C'est un peu... si l'alignement provoque quelque chose, ben, il aurait dû le provoquer depuis des milliers d'années. Ou alors, ben, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de spécial. Alors, pourquoi les mecs, ils disent ça? Je me suis posé cette question. Pourquoi les mecs, ils disent « Ouais, un alignement galactique », alors ça, c'est vrai. Et pourquoi un alignement galactique, ça devrait nous tuer ou nous faire peur? Alors, j'ai essayé de creuser un peu. Voilà, je vais vous livrer mon explication. Premièrement, il y a un machin comme ça qui nous fonce dessus à toute allure, qui est gros comme la Terre et qui a très faim. Bon, c'est une explication, c'est un peu comme le Père Noël. Hein. Le Père Noël, vous dites, vous allez vous coucher le 24 décembre, le matin vous vous réveillez, il y a un super, je sais pas quoi, cadeau et tout ça, et vous dites, c'est le Père Noël. Seulement, ça marche pas. Vous faites un tout petit raisonnement. Vous dites, le Père Noël, donc ça se produit dans toutes les maisons. Donc le Père Noël, il doit livrer, je ne sais pas combien de cadeaux. Vous comptez le nombre de maisons qu'il y a en France. Vous dites qu'il livre 5-6 cadeaux par maison. Vous calculez le poids des cadeaux. Il transporte tout ça dans son traîneau. Et il doit se déplacer en une nuit. D'accord ? Donc vous calculez la trajectoire qu'il doit parcourir. C'est une trajectoire un peu bizarre. Il faut optimiser le truc. C'est pour ça qu'il bosse qu'un jour par an. Hein. Vous pouvez calculer l'accélération qu'il va subir au premier démarrage. Hein. Donc, quelle est l'accélération qu'il faut imprimer à un traîneau pour pouvoir se déplacer et atteindre la première maison? Ben, vous allez voir qu'en G, hein, vous mesurez en unité de G, c'est un G, mais un truc de malade, quoi. Et donc, vous pouvez affirmer, c'est pratiquement certain, que le Père Noël est mort au début de sa première livraison. En fait, vous pouvez même préciser comment il est mort. Il est mort écrasé au fond de son traîneau par... D'accord ? Vous voyez, ça ne résiste pas à un petit raisonnement. Donc, ça, je le range dans la catégorie du Père Noël. D'accord ? Bon, vous pouvez y croire, mais bon. Alors, plus sérieusement, pourquoi un alignement avec le centre de la galaxie, ça pourrait faire peur? Alors là, j'ai réfléchi, et je crois que j'ai trouvé une explication. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ça. Donc, ça fait depuis une trentaine d'années qu'on sait observer les galaxies en détail. Et depuis qu'on les observe, on a de plus en plus de détails, on a trouvé une chose qui est assez caractéristique, c'est que la plupart des galaxies, alors là, je ne sais pas s'il faudra voir un peu mieux, hein, je ne sais pas si on verra bien, donc ça c'est une galaxie qui est la galaxie Centaurus A, qui est à 11 millions d'années-lumière, et vous voyez que du centre de cette galaxie, il y a une espèce de jet là, qui fait 13 kilos années-lumière, c'est un truc de fou, hein, 13 kilos années-lumière, 13 000 années-lumière, c'est gigantesque comme distance. C'est-à-dire c'est bien au-delà de l'orbite du Soleil si ce jet était dans la galaxie. D'accord ? Donc il y a un truc là qui part comme ça. Prenez toutes les galaxies, c'est à peu près pareil. Hein. Alors ça c'est en ondes radio. Vous voyez, il y a le jet qui est émis ici, puis là il est très 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 collimaté, et puis là il se désagrège un peu. Donc pour collimater un jet comme ça là, sur une telle distance, avec autant d'énergie, etc., ici il y a un truc vraiment méchant. D'accord ? Un objet physique vraiment intéressant. Et ça, c'est présent dans toutes les galaxies. Hein. Vous prenez le quasar 3C175 avec Z égale 0.768 pour les spécialistes. Vous avez un jet monumental aussi. Vous prenez la galaxie M87, si vous faites un zoom, vous voyez qu'il y a un jet monumental. D'accord ? Et donc, dans toutes les longueurs d'onde, hein, vous avez un jet. Donc, un jet, c'est de la matière, c'est des ondes électromagnétiques. Vous savez que les ondes électromagnétiques, ça rend cinglé. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait d'antenne téléphonique. Enfin, j'en sais rien, mais on a peur de ce genre de truc. Hein. Vous dites, il y a un jet électromagnétique hyper puissant qui s'étend sur des kilos années-lumière.
À mon avis, c'est ça. Hein, c'est ça qui fait peur aux gens. Il dit, si on est aligné avec... Alors pour se prendre ce jet dans la gueule, hein, si vous n'êtes pas aligné avec quelque chose, vous ne prenez pas le jet. Donc à mon avis, c'est ça. C'est ça qui a fait peur aux gens depuis qu'on a montré qu'il y avait ce genre de jet dans les galaxies. Les gens ont interprété et ils se disent, s'il y a un alignement, voilà. Donc ils n'ont pas réfléchi au fait que c'était tous les 1000 ans, que ça se produisait comme ça tous les 1000 ans, mais bon. Alors, est-ce qu'il y a un truc comme ça? Donc, depuis un certain temps, on a trouvé une explication à ces jets. Hein. Ça fait pas très longtemps, hein. Puis c'est une équipe européenne qui a trouvé ça. En fait, le jet, il provient par l'interaction entre un objet qui s'appelle un trou noir supermassif et du gaz qui tourne autour et qui tombe dedans. Et donc, il y a un disque d'accrétion autour de ce jet. Et donc, la matière qui tombe dans ce trou noir produit ce jet extrêmement énergétique. Et donc, c'est un peu une règle, c'est assez courant dans les galaxies. Alors, on a observé ce genre de trou noir dans notre galaxie. Alors ça, je vais vous le montrer parce que c'est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est le centre de notre galaxie. Vous voyez, c'est tout petit. Une année-lumière. Hein. La galaxie, elle fait plutôt des kilos années-lumière. Là, vous avez juste un tout petit région. On peut même faire un zoom. Vous voyez, quand on fait un truc de 20 jours-lumière, c'est beaucoup plus petit. Le centre de la galaxie, il est par là, donc on voit des trucs. Et on peut même faire encore mieux. Là, vous avez 10 jours-lumière. Et donc, il y a des mecs qui ont fait l'expérience suivante. Ils ont dit, on va essayer de voir ce qu'il y a au milieu de notre galaxie. Alors, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de rayonnement, etc. Donc, c'est super dur. Puis ça aussi, ça démystifie un peu les mecs. Tous les mecs disent, ouais, je veux être astronome, c'est super et tout. C'est un métier fabuleux et tout. Le métier d'astronome, voilà, vous avez une illustration là. Donc ces mecs-là qui ont fait ce travail que je vais vous montrer, tous les jours pratiquement, ou pendant 12 ans, ils ont pris en photo la même région du ciel. C'était leur boulot pendant 12 ans. Alors ils n'ont pas fait que ça, sauf certains qui vraiment étaient accrochés. Donc ils ont pris toujours la même photo de la même région du ciel. Alors comme c'est complètement pourri, ça prend beaucoup de temps à débruiter, à extraire du signal et tout ça. Vous voyez, le métier d'astronome, des fois, c'est un peu répétitif et c'est toujours la même chose. Hein. Prenez toujours la même photo du ciel, d'accord ? Et vous faites la même chose pendant 12 ans. Et ensuite, vous avez donc, je ne sais pas combien, 12 fois 365 photos, d'accord ? Et ensuite, vous mettez bout à bout toutes ces photos. Alors, qu'est-ce que vous allez voir ? Comme je vous ai expliqué que les étoiles, elles se meuvent à une vitesse relativement... compte tenu des distances, elles ne se déplacent quasiment pas, sauf au centre de la galaxie, où là, elles vont très vite, parce qu'elles sont proches du centre de gravité du système. Donc là, elles vont beaucoup plus vite. C'est les lois de Kepler qui vous disent ça. Johann Kepler, un autre de mes idoles. Donc, ils ont fait... Ça, c'est une photo, hein, vous voyez. Donc, en 1992, ils ont commencé. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont mis bout à bout toutes les photos qu'ils ont prises. Et voilà ce qu'ils ont vu. Alors, c'est le plus beau film. Hein. Il y a plein de films, vous allez voir Shrek, ou etc. Shrek, il fait des trucs extraordinaires. C'est des films d'animation. Ou Tintin, il fait des trucs... Bon, c'est pas vrai. Là, c'est vrai. D'accord ? C'est vrai. C'est des vraies photos. Il n'y a pas de trucage. Alors, ça a été débruité et tout ça, mais c'est des vraies photos du ciel. Et on a simplement mis les unes au bout des autres. Donc, des images, ça va faire un film, si vous voulez. Et alors, ce film, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez le temps qui coule, hein, d'accord ? Et donc, vous voyez qu'il y a des trucs qui bougent. Même si les étoiles se déplacent quand même assez peu, vous voyez qu'il y en a certaines qui se déplacent. Et alors, quand on fait un zoom, on voit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Celle-là, là, on la voit qui fait un tour. Alors, les barres qu'il y a autour, là, c'est des viseurs. Non, en fait, ce n'est pas des viseurs, c'est des barres d'erreur. Donc, c'est sur la position. Mais vous voyez que globalement, on a une période. Une orbite. Vous savez que dans les problèmes gravitationnels, les orbites sont souvent des orbites keplériennes, donc c'est une ellipse. Hein, aussi, on a la fac d'Orsay quand même, il ne faut pas déconner. Une ellipse, donc vous savez aussi les lois de Kepler, que le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe. Donc si vous avez la période, c'est facile, il suffit de compter le temps là. Donc on a mesuré la période, on a la distance, puisqu'on a l'unité de longueur, donc on a la période, 15,15 ans, on a le demi-grand axe, 17 heures-lumière, et donc on en déduit la masse de l'objet qui vous fait tourner. C'est la loi de Kepler, d'accord ? Et alors quand on fait ce calcul, on trouve que là, exactement où il y a la croix qui n'est pas comme les autres, là, ici, il y a un objet qui fait 3 millions de masses solaires et qu'on ne voit pas. Donc ça, ce film que je vous ai montré, c'est la découverte expérimentale du trou noir supermassif qui habite dans notre galaxie. Et donc, s'il y a un trou noir supermassif, alors ça peut valoir le prix Nobel. Hein.
une découverte comme ça. C'est un truc extraordinaire, c'est une découverte de 12 ans d'investigation, traitement de données, etc. C'est une expérience magnifique, d'accord, simple et magnifique. Ok. Et donc, cette découverte-là prouve, d'une certaine manière, qu'il y a un trou noir au centre de notre galaxie, et donc ça confirme toutes les théories qu'on avait échafaudées sur toutes les autres galaxies. On pense qu'il y en a dans toutes les galaxies, des trous noirs comme ça, et là, on l'a prouvé dans la nôtre. Et alors, on avait prouvé les jets, là, on sait comment ils sont fabriqués à partir des trous noirs. En fait, vous avez le disque d'accrétion autour du trou noir, et puis par un phénomène qui s'appelle le mécanisme de Lynden-Bell. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, il faudrait parler de ces équations. Vous avez un jet polaire qui est émis comme ça, et ce jet polaire qui est super énergétique et super collimaté, c'est le jet que vous avez vu dans la plupart des galaxies. Et donc, comme on a découvert ce trou noir dans notre galaxie, et comme les mecs ils étaient au courant qu'il y avait une relation entre les jets et les trous noirs, comme on a découvert, ils ont dit, ben voilà, il va y avoir un jet dans notre galaxie, et quand on va être aligné, on va tous mourir parce qu'on va se prendre ça dans la gueule. Voilà mon explication de la théorie de la fin du monde par alignement galactique le 20 décembre 2012. Vous voyez que globalement ça se tient, manque de bol, parce que c'est vrai que si on passe là avec le vaisseau Enterprise par exemple, là, si on passe là, on est mort. Hein. On se prend des rayons gamma, enfin des trucs, on est complètement désintégré instantanément. Hein. Et tout le monde, hein, Spock, Bruce Willis s'il était dans le truc, même Chuck Norris, hein, tout le monde meurt. Si. Alors, manque de bol, et ça je suis vraiment désolé, parce que j'aurais aimé garder un petit peu de suspense, au moins sur ce sujet-là, parce que d'ailleurs il y en a d'autres où il n'y en a pas, il y a du suspense, mais là il n'y en a plus parce que, manque de bol, dans notre galaxie, il n'y a pas de poussière, ou très peu, très peu. Et donc du coup il n'y a rien qui tombe sur le trou noir, et donc du coup il n'y a pas de disque d'accrétion, et donc du coup il n'y a pas de jet. Et donc, du coup, dans notre galaxie, c'est super sympa, mais on risque rien. Donc, grosso modo, on va dire, l'idée, ça se tient, et puis bon, ça se tient. Enfin, il y a des trucs qui se tiennent, mais grosso modo, bon, ok, passons. Alors, il faut avancer un peu, parce que déjà, qu'on a commencé avec 2 heures de retard, et qu'ils n'ont que 4 heures de bobine, et que... donc là, on est à peu près, j'ai fait à peu près 10% de ce que je voulais vous raconter. Ça va? Non, c'est pas vrai. Hein. Parce que si vous avez bien suivi le plan, on est à peu près, 2 tiers, un truc comme ça. Mais je vais un peu accélérer. Alors, d'abord, le Soleil. Donc ça, c'est de l'astrophysique de base, donc normalement, vous connaissez tout ça. Il y a aussi, concernant la fin du monde en 2012, il y a plein de choses qui sont dites à propos du Soleil. Puisque le calendrier Maya, c'est la fin du Soleil, c'est le Soleil qui est un cycle qui s'arrête, donc c'est le Soleil qui va péter ou qui va exploser. Donc voilà ce qu'ils disent les mecs. Alors qu'est-ce qu'on sait du Soleil et qu'est-ce qu'on doit craindre de lui? Alors d'abord le Soleil, donc c'est un peu le scénario du film. Hein. Typiquement, donc, vous voyez, c'est l'affiche que j'ai reprise. Donc il y a écrit « Nous étions prévenus ». C'est extraordinaire. Hein. Et puis lui, il regarde, il est consterné. Donc je ne fais pas le scénario du film en détail, mais l'idée du film, c'est pas complètement con, c'est le Soleil qui a un problème. Le détail, c'est ça. Enfin, un des aspects du film, hein, parce qu'il y en a plein. Et donc l'idée, c'est que la section efficace, vous pouvez revoir le film, hein, c'est exactement ça dans le film, c'est ça. Il y a au début, vous voyez, des astrophysiciens qui sont dans une grotte, enfin c'est pas une grotte, c'est une mine en Inde, et puis il y en a un qui regarde l'autre, il lui dit « T'en es sûr ?» Et l'autre, il dit « Ouais ». Et alors il explique, il dit je crois que la section efficace des neutrinos se met à augmenter de façon divergente. Et l'autre il dit t'es sûr? Et l'autre il dit bah oui. Alors donc la section efficace et le flux de neutrinos solaires augmente. Je vais vous expliquer, bon, normalement vous savez ce que c'est, mais je vais revenir un peu en détail là-dessus. Et donc si ça augmente, à cause de la section efficace qui augmente, principalement, la Terre absorbe plus de neutrinos. Hein, vous suivez le raisonnement? Si la Terre absorbe plus de neutrinos, l'intérieur de la Terre se réchauffe. Si l'intérieur de la Terre se réchauffe, eh bien, il y a l'activité de la Terre, ce qui a permis, par exemple, de nous sortir de l'épisode Snowball,
ben là, ça va augmenter, donc l'activité à l'intérieur de la Terre se réchauffe, ça devient plus actif, et donc il y a une recrudescence des séismes, des tsunamis, et une intense activité volcanique. Par exemple, dans le film, il y a les volcans d'Auvergne qui se réveillent, enfin tout un tas de trucs comme ça, et c'est une sorte de fin du monde. Alors, déjà, le scénario, c'est pas mal, quoi. Quand vous regardez d'autres films, par exemple Mars Attack, où vous avez les Martiens qui sont tués dès qu'ils entendent une chanson pourrie, bon, les mecs, là, ils se sont pas fait chier, quoi. Quand vous regardez l'attaque de la moussaka géante, enfin, il y a plein de films comme ça où ils se font beaucoup moins chier pour trouver un scénario. Là, ils vous parlent de la section efficace des neutrinos, activité tectonique, etc., etc. C'est pas mal, quoi. C'est sympa, d'accord ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de voir si tout ça, ça pouvait marcher. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre de ce côté ? Alors, moi, j'aime bien me prendre la tête. Hein, c'est une de mes activités favorites. La tête, ça sert à être pris, moi, je dis. D'accord ? Sinon, ça sert à rien. Sinon, vous êtes à l'état de concombre de mer. Les concombres de mer, par exemple, ils ne se prennent pas la tête. D'accord ? Donc, moi, je vous conseille de vous prendre la tête, ça sert à ça. Donc, j'ai essayé de voir si, avec cette idée, ce scénario qui paraît intéressant, on pouvait réchauffer la Terre et produire tout ça. Alors d'abord, c'est un peu l'objectif de ce genre de choses. Donc, petit point sur le neutrino. Alors, le neutrino, c'est un truc qui est vachement bizarre. C'est une particule élémentaire de la famille des leptons. C'est une particule sans charge ni couleur. Alors, elle possède une masse. Donc, c'est une particule, on sait très très peu de choses sur elle. On l'a découverte par hasard parce qu'il manquait quelque chose dans la théorie. Il manquait un petit défaut d'énergie, donc il y a un mec qui l'a dit « Ouais, ça doit être une particule qu'on ne connaît pas », et on l'a appelé neutrino parce que c'était neutre, et c'était petit, donc petit neutre. Pas de propriété au début, puis au fur et à mesure qu'on arrive à faire des expériences avec elle, on lui attribue des propriétés. Par exemple, quand on a eu des problèmes avec les neutrinos solaires dans la théorie de la formation des neutrinos au centre du Soleil, qu'on n'en a observé qu'un tiers de ce qui était prévu, on leur a attribué une masse très très faible, mais comme ça ils peuvent osciller sur les 3 saveurs de neutrinos, vous savez tout ça. Donc les propriétés de neutrinos évoluent en fonction des expériences. Vous avez même entendu parler des neutrinos il n'y a pas très longtemps, parce qu'apparemment ils vont plus vite que la lumière. Alors c'est pas, ça aussi ça m'a un peu énervé, c'est pas parce que les neutrinos vont plus vite que la lumière que les mecs ils ont dit ouais Einstein se retourne dans sa tombe. C'est n'importe quoi ce genre de truc, au contraire, s'il était là il serait super content. Ça veut dire que le neutrino, on ne sait rien dessus, et il a plein de propriétés super intéressantes. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce neutrino ? On sait que c'est donc un fermion, donc son spin est demi-entier, sa fonction d'onde elle est antisymétrique, pour les connaisseurs. C'est un élément de la famille des leptons, c'est ce qui est à l'origine de l'interaction faible, donc tout ce qui est radioactif, tout ça, ça met en jeu des neutrinos. Sa section efficace, alors c'est quoi la section efficace ? Si vous voulez, c'est la capacité la section efficace d'une particule, c'est la capacité qu'a cette particule d'interagir avec le reste. Alors, dans le cas du neutrino, elle est très, très, très faible. Je vais vous donner des chiffres, vous allez voir. Et en plus, ça peut difficilement varier. Dans la théorie actuelle, la section efficace, c'est une constante, c'est un truc qui ne varie pas, et il n'y a strictement aucune raison pour laquelle ça pourrait varier. D'accord ? Donc, bon, voilà. Mais on va quand même la faire varier, ne vous inquiétez pas. Donc, ça peut difficilement varier. Le Soleil, c'est effectivement une source de neutrinos, même une belle source de neutrinos. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, la fusion de l'hydrogène qui se produit au cœur du Soleil vous fournit actuellement, là, chaque seconde, il y a à peu près 65 milliards de neutrinos par centimètre carré qui vous traversent. Toutes les secondes. Donc, chaque centimètre carré de vous est traversé par 65 milliards de neutrinos chaque seconde. Et pourtant, tout le monde s'en fout. D'accord ? L'idée du film, c'est ça, c'est qu'il y en a plein qui vous traversent tout le temps. Et ils se mettent à interagir un peu plus. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tout le monde s'en fout. Mais si c'était comme des rayons gamma, par exemple les neutrinos, si vous êtes traversé par des rayons gamma, ça vous fait du mal. Parce que la section efficace de ces rayons, propriété d'interaction avec vous, est forte et ça crée des dommages chez vous. Le neutrino, non, il vous traverse, il s'en fout, il n'interagit avec rien. Alors, pour vous dire à quel point ça interagit avec rien,
si vous vouliez arrêter la moitié des neutrinos qui sont produits par le Soleil, c'est un petit calcul que vous pouvez faire, il faut mettre 1 année-lumière de plomb, d'épaisseur, pour arrêter la moitié des neutrinos qui sont produits par le Soleil. Donc c'est vraiment, même avec tout le plomb qui est dans l'univers, vous n'arrivez pas à construire un truc de 1 année-lumière d'épaisseur. Bon, c'est un truc, vraiment, ça n'interagit pas. D'accord ? Donc j'ai essayé de faire un peu jouer, je me suis pris un peu la tête, je me dis j'aime bien ça. Donc j'ai essayé de faire le scénario du film. D'accord ? Donc, donner la probabilité d'arrêter un demi, c'est 1 année-lumière de plomb. Donc imaginons que la Terre est en plomb. Donc la probabilité que la Terre arrête de neutrinos, c'est 0,5 fois le diamètre de la Terre divisé par 1 année-lumière, donc c'est 10-9, 1 milliardième. D'accord ? Donc la Terre arrête 1 milliardième des neutrinos. Si la Terre était toute en plomb, ce qui n'est pas du tout le cas, ça serait triste, d'accord ? Ça serait toxique en plus, c'est pas cool. Donc le nombre de neutrinos qui heurtent la Terre par seconde, vous faites le produit du nombre par la section efficace, ça vous fait un truc comme 3,25 10 puissance 29 neutrinos par seconde, qui sont arrêtés par la Terre, c'est pas mal. La Terre en absorbe, vous mettez par la probabilité, ça vous fait 3,25 10 puissance 20, donc c'est beaucoup par seconde. Chacun possède, je vous l'ai dit, une énergie de 0,4 MeV, donc la puissance absorbée par la Terre, multipliez tout ça, ça vous fait 20 mégawatts. Bon. C'est pas 20 mégawatts, c'est pas mal, quoi. Mais bon. Chaleur molaire. Alors c'est quoi la chaleur molaire à volume constant, par exemple ? C'est la quantité d'énergie qu'il faut pour élever d'1 degré de température. D'accord ? C'est de la thermo de terminale, ça. D'accord ? Donc j'ai fait le calcul. Pour élever la température d'une mole de plomb de 1 degré, il faut fournir 26 joules. D'accord ? Vous suivez ? Bon, c'est pas compliqué ça. La Terre, sa masse, c'est 10 puissance 24 kg. Si elle est toute en plomb, elle contient environ 10 puissance 26 moles de plomb. D'accord ? Et donc, avec la chaleur molaire du plomb, vous pouvez calculer que si vous multipliez quelle est chaque seconde la variation de température due à l'absorption des neutrinos, c'est 10-20 degrés. 10 puissance moins 20 degrés Celsius. Donc si vous multipliez la section efficace des neutrinos par, disons, 1 milliard, l'élévation de température correspondante, ça va être 10-12. D'accord ? Et si vous multipliez par 1 milliard de milliards, là, ça va faire 0,01 degré. D'accord ? Alors, pour augmenter de 1 milliard, je ne sais même pas comment il faut faire, mais 1 milliard de milliards, là, il faut arrêter, quoi. Et puis même si on fait ça, ça ne change rien. Si on augmente le centre de la Terre de 0,01 degré Celsius, ou Kelvin, c'est pareil, ça ne change rien. Donc, il faut y aller beaucoup trop fort pour réchauffer la Terre avec des neutrinos. Donc, le scénario du film, vous oubliez. Donc, l'idée était bonne, d'accord, mais on ne peut pas réchauffer la Terre avec des neutrinos. On ne peut rien faire avec les neutrinos. Les neutrinos, c'est des bâtards, ils s'en foutent de tout. Ils tracent, d'accord ? D'ailleurs, pour vous dire à quel point ils tracent, c'est que on a installé des télescopes à neutrinos sur la Terre, c'est le projet Antares. On les a installés au fond de la mer, Méditerranée, et on les a orientés vers la Terre. Pourquoi ? Parce que là, au moins, on est sûr qu'on ne va pas être emmerdé par tout le reste. Et donc, on va capter les neutrinos qui ont traversé la Terre. On les met au fond de la mer, les détecteurs, et on regarde vers la Terre. Comme ça, on capte les neutrinos qui ont traversé la Terre. De toute façon, les neutrinos, ils s'en foutent. La Terre, pas la Terre. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, le meilleur endroit pour voir les neutrinos, c'est l'endroit où il n'y a rien. Et on met un écran qui est la Terre pour tout filtrer, et on met des détecteurs orientés au fond de la mer. L'expérience Antares, qui est magnifique. Donc, c'est une sorte de télescope à neutrinos, parce que, comme les neutrinos voyagent très bien dans l'univers sans interagir, ils voyagent pendant très longtemps, et donc on peut avoir plein d'informations en observant les neutrinos. Alors, le Soleil, là je vais peut-être aller un peu vite, parce que sinon, c'est pas le plus intéressant. La structure du Soleil, on sait très bien comment ça marche. Comment le Soleil fabrique son énergie, c'est le cycle qu'on appelle le cycle PP. Ça, c'est de l'astrophysique des années 80. Maintenant, c'est super connu. Ça a été inventé dans les années 40. Jusque dans les années 80, il y a eu plein de modèles, etc. Et puis maintenant, on est quasiment... C'est des modèles, il n'y a plus personne qui remet ça en question. Donc, vous avez fusion de 2 atomes d'hydrogène ionisés, donc de 2 protons. D'accord ? Et puis il y a tout un cycle qui se produit, puis donc à la fin, avec 4 noyaux d'hydrogène, vous les transformez, il y a certains qui deviennent des neutrons, etc., vous les transformez en un noyau d'hélium. D'accord ? Et donc comme vous avez un déficit de masse,
ça produit de l'énergie, d'accord? Et donc cette énergie qui est produite au cœur du Soleil, à l'endroit où se produisent ces réactions, c'est celle que vous recevez après que les photons qui sont émis au centre du Soleil soient propagés à l'intérieur du Soleil pendant 1 million d'années et rayonnent jusqu'à nous en à peu près 7 minutes. D'accord? Alors vous voyez que dans ce cycle-là, il y a bien le fameux neutrino dont je vous ai parlé, d'accord? Donc ils sont bien produits au cœur du Soleil. Donc ça, c'est un neutrino électronique, puisqu'il est produit dans cette configuration-là. Et donc c'est celui-là dont on parle dans le film 2012. Okay, alors, est-ce que tout ça, ça peut se dérégler? Est-ce que tout ça, dans le film, ils vous disent que ça peut, l'activité solaire augmente, tout ça? Est-ce que ça peut, c'est vrai tout ça? Est-ce que le Soleil peut se mettre en colère ou je sais pas quoi? En fait, c'est très très dur, hein, parce que le Soleil, c'est une machine qui fonctionne super bien toute seule. Là aussi, il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner. Il y a de méconnaissances profondes du fonctionnement du Soleil. Hein. Par exemple, un mec fort comme, je sais pas moi, Superman, super fort, Superman, vous savez qu'il a essayé d'éteindre le Soleil. Vous avez lu les aventures de Superman, il a essayé d'éteindre le Soleil. Comment il a fait? C'est parce que sa copine était en train de cramer, donc il a pris sa cape, il a volé vers le Soleil, il a soufflé dessus. Alors, est-ce que quand on souffle sur le Soleil, ça éteint le Soleil? Ben non. Pourquoi? Parce que si on souffle sur le Soleil, alors déjà il a des gros poumons, hein, parce qu'il faut beaucoup, donc il va souffler, il va apporter plein de gaz, on va dire, je sais pas, du gaz de l'atmosphère terrestre, et donc il va apporter de la masse. Et s'il apporte de la masse du Soleil augmente. Si la masse du Soleil augmente, ça augmente la température du Soleil au centre. Donc en fait, si on souffle sur le Soleil, ça augmente la température du Soleil. Enfin, dans un premier temps, parce que vous allez voir que le Soleil, ça marche très bien tout seul, c'est une sorte de thermostat. Si vous augmentez diminuez, imaginons, hein, vous arrivez avec une paille, Superman il arrive avec une paille, et puis hop, il fait diminuer la température centrale du Soleil. Le taux de réaction, la pression de gravitation est plus forte, donc le Soleil va se contracter, puisque le Soleil est en équilibre entre la pression gravitationnelle qui pousse vers le centre et la pression de radiation des réactions qui sont au cœur qui poussent dans l'autre sens. Donc si vous augmentez la température centrale, vous avez moins de pression de radiation, plus de pression gravitationnelle, le Soleil se contracte. Mais s'il se contracte, vous avez augmentation de la température centrale, parce que quand vous comprimez un gaz, il se réchauffe, et donc vous revenez dans l'état initial. De même, si vous augmentez la température centrale du Soleil, eh bien, vous avez dilatation du Soleil, mais si vous avez dilatation du Soleil, il se refroidit, et donc il se recontracte. Donc le Soleil, ça marche très bien tout seul, il ne faut pas l'emmerder. Tant qu'il a de l'hydrogène, il fonctionne. Et donc, un jour, il va s'arrêter de marcher, oui, enfin dans ce mode de fonctionnement-là, il ne va pas s'arrêter tout, il va faire autre chose, mais il va s'arrêter de fonctionner dans ce mode-là quand il n'aura plus d'hydrogène. Tant qu'il a d'hydrogène, il continue. Et là, ça sera vraiment la fin du monde, parce que, alors combien de temps il lui reste? Ça, il suffit de regarder sa composition. Pour avoir la composition du Soleil, il suffit de faire le spectre. Vous faites le spectre du Soleil, vous regardez les abondances des raies des éléments, et puis vous arrivez à la conclusion suivante. Ça, c'est une expérience que vous pouvez faire au lycée. Hein. Vous arrivez à la conclusion que le Soleil contient actuellement, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. L'hydrogène qui est un carburant et l'hélium qui est le produit de la fusion de l'hydrogène. D'accord? Et donc il a consommé à peu près un quart de son réservoir. Alors, c'est pas linéaire, c'est-à-dire au début c'est long et puis ça va de plus en plus vite. Ça accélère. Mais bon, grosso modo, il a vécu à peu près la moitié de sa vie. On sait très bien que le Soleil, que la Terre et tout ça, ça a vécu à peu près 4,5 milliards d'années. Alors il y a des gens qui pensent que c'est plutôt 4,5 milliers d'années. C'est ce qu'on appelle les créationnistes. C'est facile, pour avoir l'âge de la Terre, ils additionnent l'âge de tous les mecs qui a écrit dans la Bible. Ils mettent à peu près 90 ans par mec et ils trouvent 4600 ans. Et donc, par exemple, ils pensent que les dinosaures, c'est des conneries. C'est peut-être pas des conneries, parce qu'ils disent, ouais, on a trouvé des os, on a fait des squelettes et tout ça, donc c'est vrai, mais ils sont pas morts. Ils se cachent. Il y a des missions qui sont financées par des philanthropes, par des mécènes américains, qui organisent des expéditions dans la forêt tropicale africaine pour essayer de trouver des grottes dans lesquelles seraient cachés des dinosaures qui ne sont pas tous morts et qui restent là et qu'on ne voit pas. Enfin bon. Donc, si on pense plutôt que la théorie spectroscopique et la théorie quantique sont vraies, c'est un peu grâce à ça que marchent tous vos iPhones et toutes vos conneries comme ça, là.
si on pense que tout ça c'est vrai, on pense plutôt que le Soleil a 4,5 milliards d'années et qu'il lui reste 4,5 milliards d'années à vivre. Qu'est-ce qui va se passer quand il aura épuisé tout son carburant? Ben là, c'est très simple, on a des modèles, et puis on voit d'autres étoiles le faire. Alors là, on n'en est pas sûr à 150%, hein. Les théories sont toutes falsifiables, mais bon, on est à peu près certain que l'une fois qu'il aura consommé tout son hydrogène, donc il ne lui restera plus que de l'hélium, le cœur du Soleil va s'effondrer et l'enveloppe externe du Soleil va grossir. Grossir jusqu'où? Jusqu'à la Terre à peu près. Donc là, ça sera la fin du monde. Ça sera la fin du monde parce qu'on sera dans le Soleil, la température de surface du Soleil perdra à peu près 2 ou 3 000 degrés, donc il fera encore 2500, 3000 degrés. Et donc si on est dans l'intérieur du Soleil et qu'il fait 3000 degrés, la Terre est complètement vaporisée. Et là, pour le coup, ça sera réellement la fin du monde. Mais c'est dans 4,5 milliards d'années. D'accord? Donc il y a une petite erreur de... Alors, donc on aura des problèmes. Alors, dernier point. Et après, j'arrête de vous embêter. D'abord, je bois un coup parce que j'ai soif. Et parce que là, on ne va pas rigoler, là. Parce que vous rigolez, mais... Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, vous prenez une feuille. D'accord? Et on va résoudre un problème qui est tombé au concours des mines. Vous connaissez le concours des mines? C'est un truc... c'est balèze, hein. Puis en plus, il y a des super beaux problèmes de physique. Enfin bon, c'est génial. En 2001, les mecs qui passaient le concours des mines, ils sont tombés sur ce problème qui s'appelait la fin des dinosaures. Et donc, c'était la physique de l'impact cométaire qui s'est produit, donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a 65 millions d'années, quand le Soleil était à peu près au tiers de sa... D'accord, vous avez vu? Et donc, on peut faire un peu ça. D'abord, faire un peu de présentation du système. Vous savez que le système solaire, c'est pas uniquement 8 ou 9 planètes, parce qu'il y en a une qui s'est fait virer du club. Bon. Donc, disons, il y a 8 planètes. Au-delà de la 8e planète, donc Neptune, donc chaque planète a des lunes, il y a des anneaux, il y a machin, il y a la ceinture d'astéroïdes et tout ça. Au-delà de la 8e planète, il y a des trucs, on n'en est pas sûr, hein, on n'en est pas sûr, mais on a de bonnes chances de penser que c'est vrai. On pense que ça existe. Il y a deux types de trucs. Il y a la ceinture de Kuiper, qu'on appelle, et le nuage de Oort. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs? En fait, c'est des sortes de résidus de la formation du système solaire. C'est une espèce de tas de gravats qui vont de la dizaine de mètres à la peut-être centaine de kilomètres, allez, en exagérant un peu, qui sont, alors il y en a plein, ils sont en orbite comme ça, autour, à peu près circulaire, autour du Soleil, d'accord, mais bien au-delà de l'orbite de Pluton, ok. Et donc c'est des cailloux comme ça qui tournent autour du Soleil sur une orbite, c'est plus dans un plan, là, c'est à peu près un peu partout, d'accord. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Ben, c'est quand même assez dense, hein, là, il y a beaucoup de cailloux. Alors, il y en a de moins en moins, parce qu'il y a des collisions, ils explosent et tout ça. Et donc, il y a des collisions. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une collision? De temps en temps, il y en a deux qui rentrent en contact, ou en interaction gravitationnelle, ils sont déviés. Et donc, de temps en temps, il y en a un qui tombe de son orbite de très loin, et puis il se met à foncer vers le Soleil, parce que c'est lui qui attire tout le monde dans le système solaire. Donc, il y a des objets de cette ceinture de Kuiper ou de ce nuage de Oort qui... de façon assez fréquente, à l'échelle de l'âge du système solaire, 4,5 milliards d'années, de façon même très fréquente à cette échelle de temps, moins fréquente à l'échelle de la vie humaine, bien sûr. C'est la période, c'est l'ordre de 50 millions d'années. Il y a des gros machins qui se mettent à traverser, pas 50 millions d'années, 50 millions d'années, c'est sur l'impact avec la Terre. Alors, ils se mettent à foncer, d'accord, vers le Soleil, qui les attire. C'est pas là qu'il faut pointer, c'est là. Donc ils viennent du nuage de Oort, hein, qui est par là, et puis hop, et puis ils repartent, d'accord. Alors suivant l'énergie qu'ils ont pu acquérir, ils sont soit une énergie positive et s'y libèrent du système solaire, ça c'est très difficile, soit ils se mettent en orbite très elliptique autour du Soleil, et donc ils reviennent périodiquement croiser l'orbite de la Terre. Donc ils ne croisent pas que l'orbite de la Terre, d'ailleurs ils croisent l'orbite de tous les corps qu'il y a dans le système solaire. Alors on a des traces, hein. Par exemple ça c'est Jupiter, on ne voit pas très bien. Là, c'est la tache rouge de Jupiter. Alors, la Terre, c'est à peu près gros comme ça, d'accord? La tache rouge de Jupiter. Et les points noirs que vous voyez là, en fait, c'est le résidu de l'impact d'un gros caillou qui s'appelle la comète de Schumacher-Levy,
qui est tombée sur Jupiter. Alors elle s'est cassée en morceaux. Vous voyez, même plusieurs années plus tard, on a encore un trou qui est gros comme la Terre, d'accord, et qui est toujours présent à la surface de Jupiter. Donc c'est vraiment, il y a des impacts hein, comme ça. Ça fait du grabuge, hein, d'accord. Alors il y a plein d'exemples. Hein. Ça par exemple, c'est sur Ganymède, c'est un satellite de Jupiter. Donc vous voyez que 200 km, un objet, donc ça fait à peu près, je sais pas moi, 10 km de diamètre. Alors ça c'est soit un objet, ça s'appelle un chapelet, ça. Les gens qui font ce genre de métier, là, les chercheurs, les géologues, enfin il y a plein de les géologues du système solaire, enfin c'est un nouveau métier ça. Donc ils étudient sur un truc, ils appellent ça un chapelet. Donc en fait c'est soit un truc qui a tapé, qui a rebondi, etc. Soit c'est un truc qui est arrivé en plusieurs morceaux, qui a été cassé, et donc ça fait un impact. Donc vous imaginez ça sur Terre. Donc là vous avez Paris, là vous avez, je sais pas moi, Reims, et entre Paris et Reims, vous labourez tout sur 10 km de large. Mais vous labourez tout, quoi, hein, un truc bien net. Hein. D'accord, et c'est un tout petit, ça. Tout petit. Hein. Parce que là, le diamètre fait 10 km, le cratère fait 10 km. Pour avoir un cratère de 10 km, l'objet impacteur, il devait faire, je sais pas moi, quelques centaines de mètres. Enfin, vous allez voir les rapports les ordres de grandeur, après, on va faire un petit truc. Ça, par exemple, sur la Terre, c'est le météore cratère. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, c'est en Arizona. Donc le truc qui a fait ça, c'est un diamètre donc, de 1,19 km, le truc. Et je crois que le truc qui a fait l'impact qui a fait ça, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Je n'ai pas vu Brigitte, mais si elle est... Ah si, elle est là. C'est combien le... 40 mètres. Vous voyez 40 mètres de diamètre. Le truc qui a fait ce trou-là, c'est un objet de 40 mètres de diamètre qui a fait le... Donc vous imaginez un truc... Bon, c'est super impressionnant. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Donc, il y a de temps en temps des impacts, d'accord? C'est sûr. Il y a plein de... Vous regardez la Lune avec un petit télescope, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que des cratères d'impact. C'est que des impacts avec des gros cailloux, ou des petits cailloux, enfin des cailloux de toutes les tailles, d'accord? Alors, le dernier gros qui s'est passé sur la Terre, vraiment très gros, là, on a tout un tas de preuves, hein, c'est ce qu'on appelle l'événement KT. Alors, KT, c'est parce que c'est une transition entre deux ères géologiques, une qui s'appelle Crétacé et l'autre qui s'appelle Tertiaire. Alors, je ne sais pas pourquoi vous appelez ça K, parce que Crétacé, ça commence par C, mais bon, c'est pas très grave. Alors, ça, c'est très intéressant, donc c'est une sorte de trace, d'empreinte géologique où on voit très bien ce qui s'est passé. Et alors, quel est le problème là? Alors, des trucs comme ça, vous en avez partout. Hein. Il suffit de savoir les trouver. Par exemple, en France, je crois que c'est sur la plage de Bidart qu'il y en a. Il y a une espèce de falaise, il y a la mer, il y a une falaise, et sur cette falaise, on voit très bien ce genre de truc. Alors, c'est une plage de nudistes. Donc, vous ne pouvez pas aller faire des photos, parce que si vous allez avec votre appareil photo sur une plage de nudistes, on va vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Donc, bon, vous essayez d'y aller, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Eh bien, on voit très bien qu'il y a une transition entre deux zones. Hein. Il y a une zone qui est ici, qui est un empilement de couches sédimentaires, là, du Crétacé, donc vieille. Et puis là, on a des couches plus jeunes. Et puis entre les deux, il y a un truc, là, qu'on voit très bien. D'accord ? Et c'est une couche qui contient à peu près 60 fois plus d'iridium que les couches qui sont en dessous et les couches qui sont au-dessus. Alors la question, c'est comment on peut avoir un truc qui est comme ça, là, une anomalie à l'iridium qui se trouve dans l'empilement des couches. Et en plus, quand on regarde quand on prend des prélèvements, je ne sais pas si c'est ça, si c'est ces petits points peut-être, quand on voit qu'il y a ce qu'on appelle des tectites, c'est-à-dire des fragments de roches fondues, des trucs où il a fait vraiment chaud, quoi, avec des machins comme ça, il y en a plein là-dedans, d'accord ? Et alors, la réponse, hein, c'est assez clair. Les comètes, et d'ailleurs la composition en iridium, alors là je pars encore sous le contrôle des gens compétents, il n'y a pas moins d'iridium sur la Terre que sur les comètes, sauf que l'iridium est pas en surface sur la Terre. C'est un élément lourd, donc il va au fond, d'accord ? Et à la surface de la Terre, il n'y en a pas. C'est pour ça que là, on n'en voit pas beaucoup, là, on n'en voit pas beaucoup. Mais pourquoi il y en a beaucoup là ? Parce qu'il y a un corps qui était plein d'iridium, qui est venu, qui a explosé, et qui s'est réparti à peu près partout sur la Terre. C'est une explication, ce n'est pas la seule, mais c'est une explication qui est très raisonnable. Alors, comment ça peut se produire, un truc comme ça? Comment, à peu près partout sur la Terre, on peut avoir une couche d'iridium, donc qui serait le résultat
du fait qu'il y a une comète suffisamment grosse qui est venue et qui a été complètement explosée. Alors ça, c'est pas très dur, il suffit de faire le calcul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors deuxième prise de tête de la soirée, c'est un petit calcul, mais c'est pas un calcul compliqué, puis c'est un calcul qui est... alors il est discutable, je suis tout à fait d'accord avec vous, on peut en discuter pendant des heures et des heures et des heures, mais les ordres de grandeur sont tellement affolants que de toute façon, même si on discute et qu'on amoindrit un peu tout, ça craint. Donc, on va faire le cas d'un objet de 10 km, on pense que c'est à peu près ça. La masse, on peut la calculer, vous avez la densité, vous pouvez calculer, une boule, le rayon, etc. La vitesse, ça c'est imposé par les lois de Kepler. Si vous impactez, alors ça dépend de comment se produit l'impact. Si c'est un impact, si le truc il nous rattrape ou si on rentre vers lui, enfin il y a plusieurs possibilités. J'ai pris un truc moyen, on va dire, plutôt grand, mais bon, plutôt moyen grand, 20 km par seconde. C'est pas une vitesse extraordinaire pour ce genre de truc, c'est tout à fait raisonnable. C'est pas extraordinaire, c'est normal. Surtout si on est sur une orbite assez excentrique, on peut aller vite, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand un truc comme ça, donc l'énergie cinétique de ce machin, c'est facile à calculer, c'est 1,5 de mv2, donc ça commence déjà à faire peur, ça fait 2 10 puissance 23 joules. Alors pour vous donner les ordres de grandeur, j'ai calculé l'énergie cinétique d'une Twingo qui est lancée à fond sur l'autoroute à 100 km/h. C'est de l'ordre du million de joules, d'accord? 10 puissance 6. Par contre, la plus grosse bombe atomique qui a été fabriquée par les Russes, et qu'ils ont donné un nom d'ailleurs, la Tsar Bomba, c'était 1 million de fois moins que cette énergie cinétique de cette comète qui nous est rentrée dedans. D'accord? Donc c'est un truc de malade, l'énergie cinétique de cette comète. Okay, donc elle arrive et elle nous rencontre. D'abord, qu'est-ce qu'elle va rencontrer? Elle va rencontrer l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un truc qui fait aller maximum 100 km de haut. Maximum 100 km de haut, 100 km, il n'y a plus rien, quoi. Déjà, il y a des êtres vivants qu'on appelle des oies qui montent qui passent au-dessus de l'Everest. On dit, c'est pas possible parce que pour aller à l'Everest, il faut mettre un masque et tout ça. Non, les oies, ça vit, c'est des super trucs, c'est bon et c'est super résistant. Donc 10 km, il n'y a déjà presque plus rien, donc 100 km, on est tranquille. Donc quand vous allez à 20 km par seconde, 100 km, vous ne voyez même pas que ça se produit. Donc vous interagissez, dans la traversée de l'atmosphère, elle est maximum 10 secondes. Et donc en 10 secondes, si vous traversez l'atmosphère avec un truc de 10 km, qu'est-ce qui se passe? Eh bien derrière vous, vous avez une colonne de vide. Le temps de réaction de l'atmosphère n'est pas suffisant pour qu'il se reforme derrière. Donc vous créez une colonne de vide de 10 km à peu près de diamètre. Un cylindre de vide de 10 km de diamètre derrière la comète. Donc l'énergie cédée à l'atmosphère, vous calculez, faire un modèle, etc., transfert de rayonnement et tout ça. Ça va faire chauffer un peu la comète, tout ça, mais globalement, ça ne va rien lui faire. Elle va céder même pas 0,01% de son énergie cinétique. Donc quand elle arrive à la surface de la Terre, elle a traversé l'atmosphère, elle ne s'en est même pas rendue compte qu'il y a l'atmosphère, sauf qu'elle a créé une colonne de vide, et c'est important. Alors elle arrive sur la Terre, et là elle rencontre, il y a deux possibilités, soit elle tombe sur la Terre, soit elle tombe dans la mer. D'accord? Deux possibilités. Alors vous pouvez faire le calcul, si elle tombe sur la mer, ça ne change absolument rien, parce que vous pouvez calculer quelle énergie il faut pour vaporiser une casserole d'eau. Vous mettez votre four, quelle est U égale RI, P égale UI carré, etc. Calculez la puissance qu'il faut, ou l'énergie qu'il faut pour vaporiser une casserole d'eau. Là, vous avez suffisamment d'énergie pour vaporiser tout l'océan qui est dessous vous quand vous arrivez. Et donc, imaginons qu'elle arrive dans un truc où il y a 100 mètres d'eau, même si vous voulez plus, eh bien, la comète ou l'impacteur vaporise la mer qui est dessous. Donc les mecs, ils disent « Ouais, ça va faire une énorme vague. » et tout ça. Non, ça ne fait pas de vague. Au début, l'eau est vaporisée instantanément. Donc elle ne se rend même pas compte qu'il y a de l'eau, elle ne se rend même pas compte qu'il y a l'atmosphère, elle ne perd rien comme énergie, elle arrive. OK ? En pleine forme. Et donc il y a deux possibilités. Alors, soit elle impacte la mer, et donc là elle rencontre une croûte qui est, vous le voyez sur ce schéma, là, la croûte océanique est beaucoup plus fine que la croûte terrestre. Donc ça peut changer la modélisation que je vais vous montrer après, mais globalement ça ne change pas grand-chose. Et donc qu'est-ce qu'on fait là? On va avoir un choc. Un choc entre une boule de 10 km et un truc assez dense,
et stratifié. C'est important que ce soit stratifié parce que vous allez voir, donc vous avez le manteau, vous avez la croûte, etc. Et vous voyez qu'au plus vous descendez, au plus la densité augmente. Donc au plus c'est rigide, c'est solide. Donc qu'est-ce qui se passe? Le truc, donc tout va très vite, il n'y a pas forcément de grosses vagues, mais il y a surtout une grosse explosion au moment où le machin il rencontre la Terre. Alors voilà, il rencontre la Terre. Ça c'est la comète à t égale 0. Ça c'est la colonne de vide dont je vous ai parlé. Alors, on pense que ça s'est passé à Chicxulub, au Mexique, dans le golfe du Mexique, là. D'après ce qu'on a pu voir, on pense que le truc qui a détruit les dinosaures, là, ou qui a l'événement KT, ça s'est produit à peu près dans le golfe du Mexique. Donc voilà, ça arrive comme ça. Ça, c'est une échelle de grandeur, donc 10 km, ça c'est 180. Alors voilà toutes les étapes de ce qui se passe. On a fait des simulations numériques, c'est un laboratoire américain de géologie qui a fait ces simulations. Je leur ai piqué, d'accord ? Donc vous avez une onde de choc qui se propage dans la Terre, on peut tout à fait... vous prenez cette équation, vous faites la moyenne sur l'espace des vitesses, et vous obtenez les équations de propagation des ondes sismiques dans un milieu de densité donnée, avec une pression donnée, avec une équation d'état donnée. Donc on sait faire ça numériquement, il n'y a aucun problème. Donc là vous avez la croûte, et là vous avez le manteau, disons, ou un truc plus dense, d'accord ? Donc l'onde de choc se propage. Alors le truc, il a complètement explosé, là, la comète a complètement explosé. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez un truc qui explose, qui est rempli de poussière, ça explose complètement? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une colonne de vide qui est au-dessus? C'est comme une sorte d'aspirateur géant. Tout est aspiré, d'accord, dans la colonne de vide. Donc en fait, tout l'impact, toute la poussière, enfin tout le gros bordel qui se produit à ce moment-là, est tout aspiré et remonte en direction de la haute atmosphère, puisque il n'y a rien qui s'est refermé, ça n'a pas eu le temps. D'accord ? Ensuite, on continue. Alors tout ça, ça va beaucoup plus vite que ce que je raconte. Ça va à fond. Donc le truc, il commence, donc là, le truc se referme, mais la totalité de ce qui était là se retrouve maintenant en haut. D'accord ? C'est le coup du sketch, là, vous savez. Le mec, il est sur une échelle, il monte des tuiles, et puis ensuite il descend, il lâche la ficelle, alors les tuiles, elles remontent, et lui, il descend, il se reprend les tuiles. Enfin bon, c'est une histoire comme ça. Donc le truc se propage, les éjectats aussi continuent à monter, etc. L'onde de choc se propage dans le truc, ça fond, d'accord ? C'est tout ça qu'on a observé dans le golfe du Mexique, c'est pour ça qu'on pense que c'est là que ça s'est produit. Donc vous voyez, le cratère prend de l'ampleur. Alors là, l'onde de choc commence à arriver sur une région qui est plus dense. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez sur un truc qui est plus compact ? Eh bien, on peut moins facilement le bouger, les ondes se propagent moins, et donc ça rebondit d'une certaine manière, et donc ça rebondit comme ça, toc, et donc ça forme ce qu'on appelle un pic central. Alors ça, on le voit très bien sur la Lune. Vous regardez la Lune, vous voyez que la plupart des gros cratères ont une espèce de pic au milieu. C'est ça, d'accord ? Alors après, sur Terre, avec toute l'érosion qu'il y a sur la Lune, il n'y a pas d'érosion, donc vous voyez tout ça. Sur la Terre, vous avez des poissons qui viennent faire des œufs ici, vous avez... c'est la merde sur la Terre, et vous avez des mecs qui mettent leurs poubelles, et tout. Donc du coup, ça disparaît, mais sur la Lune, ça ne disparaît pas, d'accord ? Donc ça se propage encore, etc. Le truc, des fois, il monte tellement haut qu'il se casse la gueule. Et donc à la fin, vous avez un truc de 180 km, un cratère de 180 km de circonférence, avec des débris un petit peu ici qui sont et toujours ce machin là-haut qui depuis le temps s'est complètement mis tout autour de l'atmosphère parce que ça circule, il y a des vents, etc. Mais c'est quand même des cailloux, plus ou moins gros, plus ou moins lourds, etc. Mais c'est des cailloux, des morceaux des trucs qui ont été vaporisés, quoi, et qui sont montés, d'accord ? Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont retomber. Forcément, c'est un caillou quand vous le mettez en l'air. Il n'aime pas, c'est la théorie d'Aristote. Les cailloux, quand on les jette dans l'air, ils ne sont pas contents, ils veulent retourner à leur sphère naturelle, qui est la sphère de la Terre, et donc ils veulent retomber, en fait. D'accord ? Et alors qu'est-ce qui se passe quand ils retombent ? Il se passe ce qu'on appelle une étoile filante. D'accord ? C'est un caillou qui rentre dans l'atmosphère, donc il brûle. Seulement là, vous avez une quantité phénoménale de cailloux qui retombent tous en même temps. D'accord ? Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est la dernière prise de tête de la soirée, c'est qu'on va calculer l'énergie qui a été déposée par cette retombée sous forme de feu, des étoiles filantes, c'est du feu,
c'est des trucs chauds, quoi, qui retombent sur la Terre à peu près uniformément. D'accord ? Donc 90% de l'énergie cinétique, c'est là qu'on peut discuter les ordres de grandeur, on peut en discuter si vous voulez. Donc 90% de l'énergie cinétique se retrouve dans les éjectats, la poussière, et donc se retrouve là-haut, donc aspirée par la colonne de vide jusqu'à 60 km, puis répartie uniformément par la rotation. D'accord ? Il retombe et il brûle en retombant. La durée de chute, alors c'est là aussi qu'on peut discuter, ça peut être plus long, ça peut être moins long, ça peut être... Il y a des paramètres libres dans le modèle, hein, mais bon, changez les paramètres, vous allez voir que ça ne change pas beaucoup le résultat. Donc j'ai pris 1 heure. Donc quelle est la puissance dissipée par cette combustion de l'atmosphère ? Parce que bien sûr, quand vous brûlez quelque chose, ça dissipe de l'énergie, ça chauffe, ça rayonne, etc. Et donc c'est dans l'atmosphère que c'est dissipé. Et combien ça fait ? Donc la puissance en watts, c'est une énergie en temps. Donc l'énergie, je vous ai dit 90% de l'énergie cinétique initiale. Le temps, c'est 1 heure. Je vous ai dit que ça retombait en 1 heure. On peut discuter. D'accord ? Donc ça fait un truc comme 10 puissance 20 watts. D'accord ? Une centrale nucléaire, c'est l'énergie des neutrinos qui se déposent dans la Terre tout à l'heure. Hein. C'est pas le même ordre de grandeur là. Hein. Donc c'est un truc phénoménal, d'accord ? Cette puissance, on va dire qu'elle se répartit partout à la surface de la Terre. Alors aussi, c'est discutable. En 1 heure, ils n'ont pas le temps de se mettre partout et tout ça. Bon. D'accord ? Bon. La surface de la Terre, vous pouvez la calculer. 5,14, 10 puissance 14 mètres carrés. Vous voulez dissiper 1,25, 10 puissance 20 watts sur cette surface. Ça vous fait un flux. Et le flux, c'est 240 000 watts par mètre carré. Alors, pour vous donner un ordre de comparaison, un ordre de grandeur, quand vous mettez en plein été, d'accord, très haut pour éliminer le filtrage atmosphérique, etc., vous recevez, disons, en éliminant l'atmosphère, vous recevez ce qu'on appelle la constante solaire. La constante solaire, c'est 1400 watts par mètre carré. Donc, quand vous êtes en plein été, en plein soleil, qu'il y a peu d'atmosphère, enfin, vous êtes très haut et tout ça, vous prenez 1400 watts par mètre carré. Alors, à la télé, ils vous disent il faut mettre un casque, un bonnet, de la crème et tout ça. D'accord ? Là, vous prenez 240 000, pas 2400, vous prenez 240 000 watts par mètre carré. Donc, ce truc, alors, on peut discuter les ordres de grandeur, etc., même vous divisez par 10, 24 000, d'accord ? Pour diviser par 10, il faut y aller, hein. Bon, mais ça, c'est quand même un truc infernal. Et donc ça, c'est la constante solaire dont je viens de parler. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que en retombant sur la Terre, les débris de cette comète ont absolument foutu le feu à la surface de la Terre. Donc, c'est pas l'impact lui-même qui a tué les machins. Bien sûr, les mecs qui étaient en train de bronzer là, ou de chasser le barracuda dans le golfe du Mexique, eux, ils sont morts de l'impact. Mais les autres, ils ne sont pas morts de l'impact direct. Ils sont morts du fait qu'ils ont été cramés parce que tout est retombé quelques heures plus tard. D'accord ? Alors ça, on le voit aussi, je crois, d'après ce que j'ai pu... on le voit parce qu'il y a aussi une couche carbonée, donc il y a quelque chose qui a cramé pendant longtemps, juste au-dessus de cette couche iridée. Alors, c'est l'époque de faire le bilan des opérations. Donc j'ai évoqué un certain nombre de points. Les problèmes de calendrier, donc le bilan, toutes les hypothèses. Alors, il y a plein d'autres hypothèses de la fin du monde que je n'ai pas évoquées, je ne prétends pas du tout être exhaustif. Mais sinon, on pourrait discuter pendant des heures. Hein. Donc, ce que j'ai évoqué, c'est ça. Et donc, oui, non. Les problèmes de calendrier, moi, j'ai plutôt envie de dire non. Et puis, de toute façon, on s'en fout. On fait la fête. Les alignements planétaires, c'est plutôt non pour les planétaires et oui pour les galactiques, mais pareil, on s'en fout. Les problèmes avec le Soleil, ça c'est oui, mais dans 4,5 milliards d'années, donc on est tranquille. Il en reste un, l'impact cométaire. Alors là, c'est on ne sait pas. Alors la seule chose que je peux vous dire, et ça c'est pas des conneries, ça, hein, c'est pas des conneries. Il y a des astronomes, alors il y a des astronomes qui passent leur temps à faire des photos du ciel, toujours dans la même région et tout ça, ils sont super contents. Il y en a d'autres, leur boulot, quand on est astronome, quand on veut devenir astronome, on devient astronome et puis on a des tâches de service. Par exemple, il y a un mec à l'observatoire de Meudon, son boulot, c'est dès qu'il fait beau, dès qu'on voit le soleil, il doit prendre une photo du soleil et compter le nombre de tâches qu'il y a dessus et envoyer un fax à l'observatoire de Belgique, de Bruxelles, pour lui dire « Salut les gars, j'ai trouvé 3 tâches ». C'est sa tâche de service.
C'est son boulot. Il y a des mecs qui doivent faire visiter l'observatoire, il y a des mecs qui doivent... Alors, il a une activité de recherche en astronomie, mais tous les astronomes ont une tâche de service. Eh bien, il y a des astronomes à l'observatoire de Grasse, dont le boulot, c'est de faire tous les soirs une photo du ciel. Alors, il y en a un peu partout comme ça dans le monde, hein, mais à Grasse, il y en a, je les connais en plus, hein. C'est des mecs sympas. Ils n'ont pas voulu que je mette leur photo, parce que j'ai une photo d'eux, ils sont en train de boire une bière, mais ils n'ont pas voulu, donc je n'ai pas mis. Donc leur boulot, c'est de regarder tous les soirs, ils font une photo du ciel, et ils comparent avec la photo de la veille. Alors pourquoi ils font ça? Pour détecter des trucs qui nous arrivent sur la gueule. Alors la plupart du temps, c'est des avions, c'est des oies, mais de temps en temps, ils découvrent des trucs. Et donc, eux, ils savent que, parce que il y a ce qu'on appelle des géocroiseurs qu'on connaît très bien. Par exemple, il y a Apophis. Il y en a un qui est passé il n'y a pas très longtemps, là, on en a tous parlé. Vous avez entendu à la télé, ouais, on va mourir et tout ça. Bon, ceux-là, on les connaît très bien, et on a étudié leur trajectoire. On sait que pendant à peu près 10 000 ans, on risque rien. Après, on ne connaît plus, on n'a pas suffisamment de précision. Donc pendant 10 000 ans, on est tranquille avec ce qu'on connaît. Mais il y en a plein. N'importe quand, il peut y avoir une collision dans le nuage de Oort. D'ailleurs, elle s'est déjà peut-être produite il y a 2000 ans. Et puis au début, ils vont très 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 doucement, et puis ils arrivent vers nous. Là. Seulement comme c'est un truc de 10 km, un truc de 10 km qui est du côté de l'orbite de Mars, on ne voit rien. D'accord? Et puis au fur et à mesure qu'il se rapproche, là, on commence à le voir. Et donc, d'après ce qu'on peut faire comme calcul, 2 à 3 mois avant, on saura, à coup sûr, que le truc qu'on a découvert, on vient de le découvrir, hein, parce que c'est là on aura 3 points, on aura l'orbite, et donc on saura que ce truc, on va se le prendre sur la gueule et qu'il fait 10 km. Alors ces mecs-là, c'est leur tâche de service, hein, c'est moins fun que faire des photos du soleil, mais bon, c'est sympa. Ils n'ont aucune consigne. C'est-à-dire, ils n'ont pas une lettre rouge à décacheter en cas d'urgence, ou un téléphone numéro de téléphone, ils doivent appeler, je sais pas, moi, Bruce Willis, ou... Ils n'ont rien. C'est-à-dire, c'est leur boulot, mais ils n'ont pas de consigne. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, ils ne m'ont pas dit, enfin, je ne sais pas, de toute façon, ils n'ont rien décidé. Hein. Il y a peu de chances que ça se produise. Hein. Alors, la fréquence, c'est à peu près, c'est dur à mesurer, c'est de l'ordre de 50 millions d'années. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 65. Donc on est un petit peu en retard. Mais 1 million d'années à l'échelle de la vie de l'être humain, je vous ai montré que c'était que dalle. Hein. Lucie, c'est 3,3 millions d'années, donc 1 million, c'est rien. Donc, bon, de ce côté, on le saura 2-3 mois avant. Je ne sais même pas si on le saura, je ne sais même pas s'ils le diront. À mon avis, ils vont le dire, mais ça va être le gros bordel quand ils vont le dire. Il n'y a rien à faire, quoi. Donc, au final, je pense qu'il n'y a pas tellement de soucis à se faire. D'accord ? Alors c'est vrai que nous étions prévenus, et moi ce que j'ai envie de dire plutôt c'est n'ayez pas peur. D'accord ? À la place de nous étions prévenus, et puis au cas où, je vous ai donné le véritable numéro de Bruce Willis, c'est son numéro. D'ailleurs ça fait pas mal de fois que je fais cette conférence, et chaque fois, à la fin de la conférence, il y a plein de mecs qui sortent et qui appellent. Donc, le mec qui est au bout du fil, là, soit il a changé de numéro. Alors c'est un numéro aux États-Unis, attention. Hein. C'est son agent en fait, c'est pas lui. D'accord ? Donc vous pouvez essayer, ça marche. Hein. Alors je sais pas si ça. Et puis il est vieux maintenant. Hein. Armageddon, tout ça, c'était il y a une dizaine d'années. Maintenant, je sais plus s'il a envie d'aller faire ça. De toute façon, ce qu'il a fait pour Armageddon, ça sert à rien. Hein. Parce que pour aller mettre une bombe atomique, enfin bon, je fais pas le film Armageddon, mais là c'est beaucoup plus nul que 2012. Hein. Et deuxième possibilité, d'un point de vue scientifique, hein, deuxième possibilité, vous pouvez aussi partir à Bugarache. Alors Bugarache, c'est quoi ? C'est une ville, enfin un village plutôt, qui se situe à la frontière entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. C'est un coin sympa, c'est pas loin de l'Ariège et tout ça, c'est super sympa. Et donc là, il y a une montagne qui affole un peu les gens parce qu'elle aurait des propriétés magnétiques. Alors, c'est pas parce qu'il y a un champ magnétique. Hein. Magnétique, ça veut dire, je sais pas, mais c'est des pouvoirs. Et donc, cette activité magnétique de cette montagne, d'après pas mal de gens, devrait protéger
les gens de la fin du monde de 2012, de celle-là en particulier. Donc depuis 2-3 ans, et je vous garantis que c'est vrai, vous vérifierez, hein, il y a tout un tas de mecs complètement démentiels, avec des caravanes, des camping-cars, qui vont s'installer là-bas. Alors les mecs du coin, ils commencent à en avoir marre. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, il y avait un mec, il avait un accent fort de là-bas, il disait « Un de ces jours, je vais prendre mon fusil et je vais m'en faire un ». Parce que, en fait, ils se mettent partout, ils achètent, le prix de l'immobilier a complètement explosé, etc. Donc, si vous avez vraiment peur, moi je propose qu'on fasse la fête, le 21 décembre 2012 ou le 20 décembre 2012. On fait la fête, comme ça au moins on attend et puis on meurt en faisant la fête. Ou alors vous pouvez soit téléphoner à Bruce Willis pour qu'il intervienne, ou alors vous pouvez partir à Bugarache. Merci.